Bonjour à tous, bonjour dans la salle et derrière vos écrans. Nous sommes aujourd'hui là pour parler d'un vaste sujet qui est la technologie et se poser la question de la technologie va-t-elle nous sauver? Je vais vous laisser vous présenter brièvement. Jean-Baptiste, à toi l'honneur puisque tu as le micro. On m'a donné le micro, donc je vais commencer. Bonjour, Jean-Baptiste Tony, je suis élu à la mairie de Bordeaux en charge de l'économie circulaire, du zéro déchet, de la propreté, de la monnaie locale et aussi un petit peu indirectement de la low-tech puisque j'ai été cofondateur de l'association Low-Tech Bordeaux et je suis ingénieur de formation. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marine de Guglielmo, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication et je travaille sur la manière dont on se représente la modification de la météo en France, les représentations médiatiques et aussi la manière dont les scientifiques et les agriculteurs qui utilisent des procédés de modification de la météo se représentent leur propre action. Bonjour, Ludovic Arga. Je suis ingénieur en informatique à la base. Je travaille pour une société de télécom et je suis conférencier climat pour le grand public et pour les entreprises. Bonjour, Sandrine Poilpré, je suis directrice générale associée de Kinat, qui est une société qui propose plusieurs projets et des solutions contre l'impact des déchets, et notamment avec un de nos projets phares qui s'appelle Ecomégo, où on sensibilise, on collecte et on recycle les mégots de cigarettes. Merci à vous. J'ai fait mes petites recherches, surtout la définition Larousse de la technologie. Il y en a plusieurs, mais moi j'en ai choisi une. Donc la technologie, c'est un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique fondé sur des principes scientifiques. Bon, au final, la technologie, ça peut un peu vouloir dire tout et rien, un peu comme ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire. Je suis moi-même ingénieur, c'est pour ça que je me permets de le dire. Finalement, c'est assez étendu comme sujet, mais on a souvent la liaison qui est faite entre technologie et innovation. Du coup, je me tourne d'abord vers toi, Sandrine. Vous portez une innovation qui est là pour répondre à une problématique. La problématique, elle est celle d'une pollution due à un déchet. Et on sait que la pollution, c'est le quatrième facteur de pression, notamment sur la biodiversité. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette solution et donc de toi, la technologie selon ton prisme avec Kinat? Oui, alors c'est une question large, mais effectivement, en gros, nous, au début, vraiment, on a conçu la société sur des piliers principaux qui sont la sensibilisation et le changement des comportements. C'était un acte fondamental en se disant, au bout d'un moment, si on veut résoudre des problèmes et qu'il y ait moins de déchets en France ou dans le monde, d'ailleurs, tant qu'à faire, c'est qu'il faut sensibiliser les gens à ce que... qui comprennent que le jet par terre d'un mégot, en fait, c'est polluant, qu'un mégot, c'est très petit, c'est très léger. Avec le vent, les pluies, les réseaux d'eau et les réseaux fluviaux, ça va forcément dans les mers et dans les océans. Mais que une fois qu'on a fait ça, en fin de compte, ça résout pas tout. Et on avait beaucoup de demandes de collectivités et d'entreprises, d'associations qui nous disaient oui, mais nous, on veut aller plus loin. On veut aller aussi dans l'économie circulaire et que ce déchet devienne quand même quelque chose après coup. Et c'est là où la technologie et en tout cas nous, nos limites se sont arrêtées et où on a fait appel à des laboratoires et à des ingénieurs du coup pour venir nous donner un coup de pouce là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de changer les comportements, mais les déchets existent toujours. Et on a fait du coup appel pour trouver une solution de transformation des déchets en une nouvelle matière qui pouvait être recyclable et recyclable à l'infini. C'est ce qu'on a réussi à faire au bout de 3 ans. Donc, on a déposé un brevet. En fait, les mégots, notamment, c'est 3 flux, c'est papier, tabac et filtre. Et dans le filtre, il y a de l'acétate de cellulose, qui est de la base de plastique. Et avec des procédés techniques et de montée en température, on arrive à extraire cet acétate de cellulose et de transformer nos mégots maintenant en plastique. Voilà. Ok. Et en termes d'écologie du procédé, d'analyse de cycle de vie, comment vous vous situez? Oui, alors ça a été un gros enjeu parce que le recyclage des mégots, il y a d'autres entreprises dans le monde qui le font.
Sauf qu'il y a des procédés de dépollution avec de l'eau. Donc, on s'est dit non, on n'a pas envie de dire en sensibilisation qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et qu'après on dépollue le mégot en utilisant de l'eau. Donc, on a essayé de trouver un autre process pour avoir un impact quand même réduit sur au moins les matières naturelles, enfin les matières premières, pardon. Donc, on est parti sur un procédé de montée en température en mettant un gros challenge aussi au laboratoire pour qu'ils fassent attention justement à l'impact technologique derrière, d'avoir des machines qui ne consomment pas trop d'électricité, de faire attention à tous ces petits points. Maintenant, on n'est pas parfait. Le brevet, on l'a déposé l'année dernière. On est là en phase on est accompagné, pardon, je vais y arriver, avec une structure qui est spécialisée justement sur l'impact et qui là nous met vraiment tous les process derrière pour vraiment calculer le moindre détail de nos collectes, de nos machines, de notre propre consommation d'entreprise pour savoir quel est notre impact global. Donc là, on est vraiment sur la phase de déterminer, de répondre précisément aux chiffres près à la question, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok, merci. Donc au final, cette technologie, cette innovation, elle répond vraiment à une solution très précise pour un problème très précis. Un peu dans la même idée sur la consommation d'énergie, on a plusieurs innovations qui viennent solutionner ou pas. C'est la question qu'on vient poser, des problématiques. Je pense notamment à l'argument qui est avancé par certains sur l'importance de développer des objets connectés ou voire des voitures connectées pour moins consommer de carburant, qui est une gestion de la donnée qui permette de réduire la consommation. Du coup, Ludovic, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ce que ça veut dire en fait de développer ce genre d'outils? Alors, tu as parlé objets connectés et tu as parlé voiture pilotée, on va dire. Sur la partie objet connecté, il faut déjà se rendre compte qu'un objet connecté, ça consomme de l'énergie en permanence, puisque c'est tout le temps en état de fonctionner pour faire quelque chose. Donc, il faut que du coup, l'économie soit supérieure à la consommation qu'il peut avoir au départ. En même temps, il faut que l'économie soit supérieure à ce qu'on aurait pu avoir en ayant un comportement sans cet objet connecté. Et là, je parle que de la partie consommation électrique, d'énergie. Je ne parle pas du cycle de vie des objets connectés qui sont justement de la mine à la source jusqu'au recyclage de l'équipement. Donc, ces outils-là peuvent nous aider en effet, à mieux piloter, à mieux gérer. Par contre, c'est toujours la même question. Il faut se poser la question de quel est mon usage. Est-ce que je le généralise ou est-ce que je l'ai que pour des petits cas, de manière exceptionnelle, pour gérer des éléments qui sont fortement consommateurs. Toutes les solutions qu'on pourra mettre en œuvre demain, il faudra systématiquement se poser la question de où est-ce que je les mets, parce qu'à partir du moment où on va les généraliser, on va avoir une telle échelle qu'on va avoir des problèmes, parce que la solution au problème qu'on croyait régler sera en réalité l'origine d'autres problèmes bien plus importants. Donc c'est ça la difficulté. La technologie peut nous aider à mieux comprendre et à mieux piloter ce que l'on veut, mais si on a un vrai effet rebond à cause de celle-là, parce qu'on fait des économies, donc j'ai économisé de l'argent, donc je peux dépenser ailleurs, voilà. Là, typiquement, ça peut être un premier effet rebond. Si j'ai des équipements qui me permettent de mieux gérer l'autonomie de ma voiture, mais qu'à l'arrivée, je fais 50% de kilomètres en plus, tout simplement parce que j'ai tout optimisé, mais c'est bien, mais à l'arrivée, en bas de la page, est-ce que tu te retrouves dans une situation où tu as vraiment moins consommé? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est quand on prend l'analyse globale de la chaîne, est-ce qu'à la fin, c'est mieux ou pire, voilà, ou équivalent? Voilà. Il faut se poser cette question-là. Et généralement, on ne se la pose pas. Et c'est ça qui est générateur d'effets rebonds. Parce que quand on fait des économies, généralement, on fait des gains. Et quand on a des gains, du coup, on s'offre la possibilité de faire d'autres choses. Okay. Et par rapport aux voitures pilotées, donc en fait, le développement de ces outils, c'est aussi ce qu'on met en avant, que c'est des outils qui sont nécessaires et que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de développer de nouvelles installations et notamment, je pense à la 5G. Est-ce que c'est du coup une vraie fausse bonne idée
C'est comme tout, en réalité, c'est l'échelle. Quand tu parles de la voiture pilotée, tu parles de la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, mis dans un monde idéal où on a X fois moins de voitures dans la rue et qu'on a du coup une voiture autonome qui nous sert de taxi sur lequel on s'en sert quand on en a vraiment besoin et sur lequel on mutualise les transports, on se retrouve avec une voiture autonome et un parc de voitures qui a été divisé par X ou Y. Si on se retrouve dans cette situation avec une voiture autonome, potentiellement, on a réduit notre impact. Donc, c'est bien. À côté de ça, si tout le monde a sa voiture autonome, compte tenu du fait qu'elle sera peut-être énergétiquement plus intéressante, mais par contre, d'un point de vue gaz à effet de serre, à cause de ses émissions lors de la construction, peut-être moins bonne, je dis bien peut-être, hein, je ne sais pas, il faut regarder en bas de page ce qu'il en est. Est-ce qu'on a un vrai gain? La vraie voiture mutualisée, mais qu'elle soit autonome ou pas autonome, ça c'est un vrai intérêt, dans le sens où le transport, c'est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on le réduise. C'est ça qu'il faut travailler. Et la solution technologique peut être un moyen, mais si on a une solution technologique et on ne regarde pas si on est en train de baisser, en réalité, on se trompe de sujet. Notre priorité, c'est baisser. Voilà. Merci. Donc là, en tout cas, une des choses que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi que c'est toujours l'idée de se poser la question et et c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit forcément le faire, de faire l'état. Donc c'est un peu l'éthique de notre action. Par rapport à ce progrès technologique. Donc, je me tourne vers toi, Marine, sur cette notion d'éthique et du fait qu'on sait faire les choses, du coup on les fait. Donc si tu peux aussi déjà nous introduire un peu plus qu'est-ce que c'est l'ingénierie météorologique et un peu nous parler de ce que toi tu as étudié en termes de philosophie et de sociologie sur ces aspects. Ok, alors déjà pour les techniques que moi j'ai étudiées, il y a vraiment deux grandes catégories de techniques qui sont importantes. Il y a l'ingénierie météorologique et il y a l'ingénierie climatique. Et pour la première partie, donc l'ingénierie météorologique, en fait, la seule technique qui aujourd'hui est vraiment mise au point et qui est utilisée un peu partout dans le monde, c'est l'ensemencement de nuages. Et ça, c'est vraiment une technique qui est utilisée, qui est mise à disposition des agriculteurs ou des collectivités pour accentuer les précipitations, donc les chutes de pluie, ou bien réduire les chutes de grêle. Et donc, ce sont des solutions locales qui vont pouvoir servir le développement économique, l'activité agricole. Et voilà, c'est vraiment à l'échelle locale. Et évidemment, la question se pose de savoir si on en a vraiment besoin, parce qu'on a des filets anti-grêle. On pourrait trouver d'autres moyens de stimuler le développement agricole, ou bien considérer qu'en fait, il n'a peut-être pas besoin d'être stimulé plus qu'il ne l'est déjà. Donc, il y a toujours cette question de savoir si on doit s'adapter à ce que notre environnement nous donne comme ressources, ou bien s'il faut essayer d'en tirer un peu plus, de bidouiller un petit peu plus la nature pour qu'elle nous en donne davantage. Et pour ce qui concerne la géo-ingénierie, donc c'est vraiment l'ingénierie climatique. Là, on est vraiment dans un autre rapport, puisque en fait, là, on se demande vraiment si on va pouvoir obtenir une technologie qui va nous sauver du réchauffement climatique, en fait. Si on lit le 4e et le 5e rapport du GIEC, par exemple, tous les scénarios où on s'en tient au 1,5 degré ou 2 degrés font appel à des techniques de géo-ingénierie, donc de la capture carbone. Le GIEC ne considère même plus qu'on peut respecter cet objectif sans géo-ingénierie, sans capture carbone, donc notamment sans infrastructures qui vont faire des émissions négatives, donc capturer le carbone et le stocker ensuite. Donc il y a plein de questions comme ça. On est déjà acculé au point de se dire qu'on ne pourra pas s'en passer de la géo-ingénierie. Et en même temps, il y a cette idée que le fait même de croire qu'on va l'utiliser, ça impacte fortement notre comportement. Parce que si on sait qu'on va avoir une solution salvatrice à l'issue, on a peut-être moins envie de faire des efforts sur notre propre comportement, en fait.
Voilà, après, oui, sur le plan sociologique, c'est vraiment... on est à la limite entre le côté pragmatique de la solution technologique qui va nous sauver la vie, et puis cette croyance, en fait, c'est cette croyance dans le progrès scientifique qui est toujours et encore reconduite, et qui est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui on est déjà dans le pétrin. Et puis finalement, on l'a reconduit et on va se dire que la solution au problème que nous-mêmes on a créé par le progrès technologique, c'est encore une solution technologique. Et en fait, on repousse constamment l'échéance. Voilà, il y a plein de questionnements comme ça par rapport à la géo-ingénierie. Mais bon, le problème de l'effet rebond se pose aussi parce que quand on a une solution technologique à très grande échelle qui va impacter la température globale, les conséquences sont infinies en fait. Les conséquences sur les écosystèmes, sur la situation agricole, enfin c'est infini en fait. On peut même pas, je suis même pas sûre que ce soit possible de recenser tous les effets qui vont être causés par une solution géo-ingénierie, je sais pas comment on dirait, ingénieriale à grande échelle. Par exemple, la grosse solution de géo-ingénierie qu'on est en train d'essayer de mettre en place, notamment aux États-Unis, c'est la gestion de la radiation solaire. Donc, ce serait de vaporiser des aérosols dans l'atmosphère à grande échelle, en fait, pour faire baisser la température terrestre. Donc, c'est même pas une solution par rapport aux émissions carbone. Ça, on n'y touche pas, en fait. On repousse le moment où la température va être trop élevée. Et alors ça, donc beaucoup moins de rayonnement solaire, donc beaucoup plus de problèmes par rapport à l'agriculture, parce que les plantes n'ont plus la luminosité qu'il faut. Enfin, les conséquences sur les écosystèmes seraient incroyables. Voilà, oui, c'est interminable en fait, les questionnements éthiques sur le sujet. Et récemment, je ne sais pas si vous connaissez le projet Scopex ou pas. C'est le principal projet là, de géo-ingénierie solaire qui est mené par l'université de Harvard. Et donc, ils ont voulu faire une expérience en Suède récemment, voir juste si leur ballon, en fait, parce qu'ils veulent mettre ces aérosols dans un ballon pour pouvoir les diffuser. Et donc, ils ont voulu faire une première expérience en Suède. Et en fait, là-bas, ils se sont heurtés à l'opposition du peuple Sami, donc le peuple autochtone qui vit dans le nord de la Suède, là-bas. Et c'est là qu'il y a eu un véritable choc culturel parce que ce peuple a monté un conseil et a dit mais c'est pas ça notre conception à nous de la solution au réchauffement climatique. C'est pas une innovation technologique. C'est repenser nos comportements. Et même pas repenser parce que ce peuple autochtone est complètement en phase avec la manière dont il vit. Mais il y a ce choc en plus avec les peuples autochtones qui aujourd'hui ils trouvent ça inconcevable d'aller encore chercher, développer une nouvelle solution technologique à ce problème-là. Voilà. Vous avez des réactions là? Parce que moi, j'avoue que je suis un peu... Je sais pas, tu connais toi le sujet de la géo-ingénierie? Je sais pas, est-ce que au niveau du shift... non, je n'ai pas le souvenir que le shift ait regardé ça en particulier. Moi, ce que ça m'inspire, la géo-ingénierie et les solutions techniques en général, c'est on continue comme avant et on trouve un truc pour continuer sans rien changer, mais on a un truc qui va nous sauver. Dit autrement, on a un bateau qui a des trous partout, qui fuit et qui prend l'eau, et la seule question qu'on se pose, c'est d'avoir une pompe plus grosse pour pomper plus vite, pour éviter que ça coule. Il me semblait que c'était plus intelligent de mettre des rustines pour faire en sorte qu'il y ait moins d'eau qui rentre. Bon, voilà. Ce qu'on fait avec le carbone, c'est ça. On continue à en émettre, on en émet année après année toujours plus, et on se dit qu'on va trouver une solution pour aller le séquestrer par la suite. Ça, c'est un truc un peu dingue, c'est j'en émets plus, et du coup je vais pomper plus pour essayer de le capturer. Bon, sachant que tout à l'heure, Marine, justement, tu parlais de la séquestration. Sur la séquestration, il n'y a pas encore... il y a différentes techniques. Il y a des séquestrations directement à partir de l'usine qui produit le carbone, on va dire... centrale électrique au charbon, par exemple. Ça, c'est une première technique. Et puis, il y a d'autres techniques. Là, ce n'est pas forcément complètement stupide parce qu'il y a un poste fortement émetteur et donc capturer et séquestrer, ce n'est pas complètement bête. Et il y a d'autres techniques qui sont mises en avant qui est je vais créer un super ventilateur qui va aller chercher les quelques microgrammes de CO2 qu'on a par mètre cube pour pouvoir les capturer, pour pouvoir ensuite les stocker. Et là, je ne suis pas complètement sûr que l'équation
l'équation énergétique soit favorable. Est-ce qu'on ne va pas consommer plus d'électricité, enfin plus d'énergie pour capturer que l'énergie qu'on a produit avec le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère. Voilà. Et c'est ça notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire que, et tu l'as bien dit, tu as parlé de croyance. Et on est bien dans la croyance. C'est ça qui est fou. On est dans le dogme. Moi, j'ai vu récemment une question qui était posée à un dirigeant. Et la question, c'était est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir passer outre les lois de la thermodynamique pendant longtemps? Et la réponse qui a été faite, c'est je crois en la technologie. Donc, à la question qui était de la physique, qui est voilà, les lois de la thermodynamique s'appliquent partout, ok, la réponse de Stop Manager, c'était la croyance. Je crois à. Mais il n'y a pas d'argument derrière. Alors qu'il y a un fait scientifique qu'on n'a pas réussi à démontrer qu'il était faux jusqu'à présent, ben là, on est sur la croyance. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que face à un problème, on reste dans la croyance plus que dans le fait. Et donc, tant qu'on croira quelque chose sans essayer de voir un peu global, on va avoir des difficultés. Même si la technologie, ça peut être des vrais leviers. Hein, ça peut être un vrai levier, mais j'en reviens toujours à la même chose. Hein, il faut qu'en bas de page, donc quand on compte tout, il faut que ce soit moins que ce qu'on avait avant, puisqu'on a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ouais. Et donc, par rapport à cette croyance, toi, Marine, tu as un peu étudié la naissance de la foi en la technologie, c'est ça? La naissance, peut-être pas, mais je crois que moi-même, j'étais pas née. Mais oui, en fait, en sciences humaines et sociales, on étudie beaucoup ça, le domaine des croyances. Il y a ce que Pierre Benoît Joly appelle les croyances technoscientifiques. En fait, et on étudie beaucoup ce phénomène dans les sociétés occidentales où, de toute manière, aujourd'hui, notre grande religion en Occident, c'est la science. On croit beaucoup au médecin ou à l'ingénieur, le chercheur avec la blouse blanche, voilà, il y a tout de suite, on croit beaucoup plus le scientifique qu'autre chose. Et du coup, c'est paradoxal parce que justement, c'est précisément cette croyance dans le progrès scientifique et dans le progrès technologique qui nous fait peut-être négliger justement des faits scientifiques. Oui, on est clairement dans la croyance, mais ça, c'est le marketing contemporain, c'est la publicité, on est constamment assailli de productions publicitaires, audiovisuelles qui nous martèlent le crâne avec la science, la technologie, l'avancement. Il faut toujours avoir l'optimisation, c'est ça. Il faut toujours avoir la technologie la plus optimale et c'est elle qui va nous sauver. Si on est dans le pétrin, si on rencontre un problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la technologie la plus avancée. Il faut retravailler, il faut optimiser ce qu'on a déjà. Et c'est ça qui est super intéressant, justement. J'imagine avec la question des low-tech, de se demander si peut-être on pourrait peut-être, je sais pas, imaginer une autre notion du progrès. Un progrès un peu moins progressiste, en fait. Un progrès qui se demande peut-être que la solution est derrière nous, peut-être qu'elle est ailleurs que dans le futurisme. Surtout à une époque où on doit commencer, non, mais questionner nos modes de consommation, commencer à chiffrer un petit peu ce que nous coûte tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe. Il y a peut-être, c'est peut-être là qu'est la solution, reconsidérer notre notion du progrès ou alors imaginer une société, un progrès politique et moral et social qui ne soit pas forcément dans le progrès technologique. Bon, du coup, tu m'as déjà fait ma transition. J'ai fait la transition. Je suis un peu Donc oui, c'est un peu le changement de façon de voir les choses. Donc c'est un peu la pompe et la rustine. Donc pour reprendre cette image-là de Ludovic, donc est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est la low-tech et un peu en quoi ça pourrait être une rustine du bateau qui coule? Alors, je peux vous expliquer quelle est ma conception de la low-tech, parce que ce qui fait consensus en low-tech, c'est qu'il n'y a pas de définition, déjà. Donc, c'est une force parce que ça permet de faire évoluer le concept et de le faire grandir, mais ça lui fait porter aussi beaucoup de risques, en fait, notamment de récupération. On ne peut pas dire que ce soit une grande habitude de notre système économique de récupérer des concepts écolos, hein, évidemment, mais
Voilà, il y a ce risque-là. Il y a, Il y a déjà de la récupération de la low-tech. Ça va commence arriver. Ok. Ça va arriver. J'ai déjà vu des entreprises qui fabriquaient des meubles en bois et qui disaient on fait de la low-tech. Voilà. Bon. Oui, d'une certaine manière. Il y a plein de choses en fait derrière la low-tech. C'est tout un ensemble de principes. C'est pas juste de l'éco-conception. Alors, low-tech, c'est un petit peu, ça devient la mode. Donc, cette entreprise m'aurait dit, je fais de l'éco-conception avec un meuble en bois. Oui, à la limite, pourquoi pas. De la low-tech, je lui aurais posé comme question, OK, alors votre mode de gouvernance, il est comment? L'impact sur la consommation de vos clients? Vous travaillez avec quel fournisseur? Est-ce qu'il est local? Est-ce que vous travaillez avec des produits qui sont... Ah ben là, je n'aurais peut-être pas eu la réponse. Donc, oui, des risques de récupération sur la thématique de la low-tech, ils sont assez énormes. C'est tout l'enjeu justement de l'écosystème naissant de la low-tech, de voir comment est-ce qu'on peut être capable de le protéger sans non plus le figer. Donc c'est tout un équilibre à trouver. Après, est-ce que c'est une solution? Oui, dans le sens où, comme ça a été dit précédemment, avant même de parler de technologie, ce qui est au cœur de la low-tech, c'est la remise en question. Dernièrement, j'ai entendu un concept qui sûrement doit être très 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 proche, qui est la right tech, donc la bonne technologie. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est peut-être pourquoi pas aussi un peu plus parlant. En tout cas, ça aborde la question de est-ce que j'ai besoin absolument de la technologie pour répondre aux problèmes auxquels je fais face là. Donc parfois oui. Je veux dire, notamment quand on parle de santé, il y a certains domaines où on a besoin de technologie. Est-ce qu'on a besoin tout le temps? Pas forcément. J'ai changé il y a quelques semaines à Poitiers avec une structure qui agit énormément en amont sur le système de la santé, donc tout ce qui est prévention. Et si on fait le parallèle et qu'on comprend que le médicament est une technologie et qu'aujourd'hui on est dans un système où quel que soit le bobo qu'on a, on a la baguette magique du médicament, on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question en amont de est-ce que j'ai besoin de la technologie là pour répondre à mon problème? Parce qu'en fait, si on se la posait très honnêtement, parfois, très souvent, on se dirait, en fait, non, j'en ai pas besoin là. Je peux m'en passer. Donc la low-tech, avant même d'être une technologie en elle-même, c'est une remise en question. Et il y a la Fabrique écologique qui a sorti une définition parmi d'autres que je trouve très intéressante. C'est une phrase qui est très longue, je la connais absolument pas par cœur, donc je ne vais pas vous la ressortir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez la retrouver. La Fabrique écologique a fait un petit rapport justement sur les low-tech dans lequel ils sortent cette définition. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une première partie qui concerne les technologies en elles-mêmes. Donc la low-tech, c'est un ensemble de technologies sobres, accessibles, etc., etc. Et il y a une deuxième partie de la définition qui parle en fait de l'impact au-delà de la technologie même, de l'impact sur la société. Donc sur les modes de consommation, sur les modes de gouvernance, sur en fait tout l'impact que va avoir la technologie. C'est ce qui a été dit aussi par rapport à la géo-ingénierie. C'est aujourd'hui, quand on développe des technologies comme celle-là, on se concentre sur j'ai vu que si j'écarte tout ce qu'il y a autour, j'ai un impact extrêmement positif sur le climat. Mais par contre, quand je prends tout le spectre de l'étude, en fait, je me rends compte qu'il y a des impacts, des modifications énormes. Effectivement, si on empêche les rayons du soleil d'arriver sur la Terre, c'est sûr que la Terre va se refroidir. Sauf que derrière, on n'a plus de végétaux. Bon, sauf que ça, ils omettent de le dire. C'est un détail, après tout ce qu'on en a vraiment besoin. Parce que, en fait, moi, je crois vraiment à une technologie qui recréera des végétaux sans soleil. Oui, il y a bien des steaks faits sous boîte de pétri et tout ça, donc on peut tout faire. Oui, on peut tout faire à partir du moment où on se réfère toujours à la scène du cinquième élément où on met une pilule dans le micro-ondes, on appuie sur un bouton, puis on a un énorme poulet rôti, quoi. C'est qu'en fait, les gens ne se posent pas la question de « Ah, c'est magique, j'ai quelque chose ». Surtout que maintenant, on est dans une société de plus en plus dématérialisée. On a l'impression qu'il n'y a pas d'existence en fait dans la technologie que j'utilise. Elle est abstraite, alors qu'en fait, c'est juste, on a des milliards de lutins derrière qui pédalent pour faire fonctionner ce que je suis en train d'utiliser. Mais c'est dématérialisé, donc du coup, on ne va pas regarder ce qui se passe derrière. Et la low-tech, ça pose cette question. Sur la partie techno, en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous très, très formatés.
et on est très formaté sur l'utilisation de la techno. Je vais prendre un exemple. J'ai mon voisin, il a acheté une serre. Cette serre, elle a 4 fenêtres à ouverture automatique. Alors toi, tu te tais, c'était peut-être la solution. À ouverture automatique. Comment ça s'ouvre automatiquement? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Alors moi, l'informaticien, c'est ah ouais, tu as un capteur et puis tu as un moteur et puis en fonction de la température, ça l'ouvre plus ou moins. Non, pas du tout. En réalité, c'est un piston avec simplement une huile à l'intérieur qui, en fonction de la température, se dilate et du coup, ça ouvre et ça ferme. Voilà. Et donc, en réalité, on est formaté à raisonner d'une certaine manière. Donc là, moi, c'était informatique. Voilà. Et j'abordais le problème d'une manière très informatique. Et alors c'est marrant, on a parlé avec la voisine qui est pas jeune, coucou voisine, et c'était pareil, elle a pensé capteur, machin, etc. Et ça montre bien on a été éduqué comme ça, où on pense solutions technologiques, alors que pour moi c'est un bon exemple de low-tech en réalité. C'est un truc tout simple, bête comme chou qui a été utilisé depuis très longtemps, qu'on a abandonné pour une raison X ou Y, hein, peu importe, mais on l'a perdu. Voilà. Tout comme on ne fait plus de fusée sans un ordinateur, alors qu'on a réussi à aller sur la Lune avec 3 fois que dalle. Et c'est ça, on est formaté en réalité, on a été éduqué à travers ça. Et c'est ça qui montre aussi qu'il y a un vrai chemin, une vraie rupture de pensée à avoir pour dire quand est-ce que je dois en utiliser, quand est-ce que je ne dois pas en utiliser. Et on a oublié. C'est ça, Au-delà de la... En fait, on a effectivement ce réflexe, mais surtout dire que l'innovation, en fait, il y a forcément un circuit imprimé quelque part quand on innove. Sinon c'est pas de l'innovation. En fait, il n'y a pas un circuit imprimé de l'informatique, c'est pas de l'innovation. Alors qu'en fait, parfaitement, et c'est aussi ce que dit la low-tech et ce que dit notamment une association qui s'appelle Paléo Énergétique, qui va rechercher des vieilles technologies qui peuvent avoir plus de 100 ans. Qui ont été brevetées, mais dont le brevet est passé. À l'époque, ça avait fait pchit parce que pour X raisons, et très souvent, c'est non, à l'époque, on s'en foutait, on a du pétrole pas cher. Alors, ta voiture électrique, on s'en fout. Sauf que aujourd'hui, ça ferait sens. Et donc, il y a cette culture, effectivement, de se dire, tant qu'il n'y a pas de circuit imprimé dedans, mais c'est nul, en fait. Non, ça s'appelle l'innovation. Et de manière très, très concrète, j'ai un échange. Il y a 2 mois, on a quelques soucis de collecte de déchets dans un quartier de Bordeaux avec des bornes enterrées qui tombent constamment en panne. C'est une catastrophe. Certains ont dû penser que c'était une très très grande innovation, mais ça tombe toujours en panne. Alors on était nombreux autour de la table à se dire comment est-ce qu'on va résoudre ce problème de collecte des déchets, parce que ça tourne très vite à la déchetterie sauvage. Et quelqu'un dit, et prend le réflexe qu'auraient eu 90% des gens, c'est de dire on n'a qu'à mettre des capteurs pour savoir quand est-ce que la borne est pleine, comme ça nous permettra de mieux organiser nos collectes. Et là, fort heureusement, en plus, ça venait du directeur des déchets qui dit mais attendez, mais moi j'en ai plein des capteurs, ça s'appelle les agents de collecte, ils passent, ils voient. En fait, et oui, effectivement, pourquoi est-ce qu'on y remettre des capteurs alors qu'on a des gens qui, de toute façon, ils font leur tournée, ils voient si c'est plein ou pas. Mais on a ce réflexe de dire, forcément, s'il y a un circuit imprimé, ça fera forcément mieux que toute autre solution, en fait. C'est bête. Après, là, ça me fait... je parlais l'autre fois avec ma... on dit mercière. Ouais, responsable de la mercerie, on va dire une mercière, qui me disait aussi après ce truc-là de la technologie et au final, par contre, c'était aussi pour s'affranchir de certaines tâches qui étaient un peu rébarbatives ou pas hyper valorisantes. Du coup, il y a aussi ça qui peut peut-être conduire à des fois un usage d'une technologie pour s'affranchir de ces actions-là. Voilà, ça me fait juste penser à ça. Ouais, ça va faire peut-être le lien avec l'agriculture. Après, moi, je l'ai vécu quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé dans un verger de kiwis. Et effectivement, ils utilisent beaucoup de tracteurs pour justement parce que ça leur facilite un certain nombre de tâches. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en fait, les petites mains elles doivent préparer le passage du tracteur.
Donc en fait, on devait nettoyer un certain nombre de choses, on devait passer avant, on devait travailler à la chaîne pour préparer le passage du tracteur. Il est où l'intérêt en fait? Du coup, je comprends plus. On gagne, on s'affranchit de certaines tâches, mais du coup, on doit s'en imposer d'autres pour préparer le passage du tracteur. Voilà. Du coup, bah, si tu veux me faire les transitions avec, avec l'agriculture, bah, c'est un peu, ouais, non, sur le milieu agricole et un peu bah, finalement, est-ce que c'est pas aussi le choix de la facilité, un peu, de dire, ben, plutôt que de mettre en place des pratiques qui seraient plus vertueuses et qui éviteraient l'emballement des changements globaux, si je peux faire éviter la grêle au-dessus de ma parcelle ou faire pleuvoir, en fait, finalement, je peux utiliser ça et pas avoir à changer mes habitudes pour changer le climat, quoi. Du coup. Bon, après, la situation des agriculteurs, elle est quand même délicate parce qu'aujourd'hui, déjà, les protections qu'on a contre la grêle, si on oublie donc l'ingénierie météorologique, ça protège pas si bien que ça. Généralement, ils mettent des filets, mais ça s'effondre, ça reste pas en place. Ils ont plein de problèmes par rapport à ça. Et comme il y a une grande précarité économique, surtout quand les cultures sont ravagées par la grêle, forcément, on leur offre une solution technologique, ils la prennent. Surtout que, bon, en France, ça leur est donné. En fait, ça se fait sous forme de coopérative. Donc, ils n'ont pas à payer. Bon, il y a des entreprises qui font payer ces services-là, mais quand ça se fait sous forme de coopérative, en fait, ils louent juste le matériel. Enfin, ils payent peut-être l'équivalent des frais d'entretien du matériel, quoi. Mais voilà, quand on est agriculteur, quand on est dans la précarité économique et qu'on n'a pas d'autres solutions techniques qui sont mises au point, forcément, on va vers ce genre de solutions technologiques. Après, je ne sais pas du tout si c'est un filon qui est exploité, s'il y a peut-être de nouvelles, je ne sais pas, des startups, des chercheurs qui travaillent là-dessus pour avoir des solutions peut-être un peu plus vertueuses par rapport à la lutte anti-grêle. Mais c'est plus délicat quand il y a de la précarité économique. Mais par contre, quand il n'y en a pas, parce que tu as aussi étudié sur des pays qui sont, des pays riches, type Arabie Saoudite, qui utilisent aussi l'ingénierie météorologique et qui, là, n'ont pas du tout de Oui, problèmes alors, financiers. ouais, eux, du coup, c'est plutôt pour accentuer les chutes de pluie, parce qu'ils ont des problèmes de sécheresse là-bas. Eh oui, étonnant. Et du coup, ouais, pour eux, en fait, ils trouvent apparemment, donc selon les dernières études qu'ils ont publiées là-bas, ça leur est moins coûteux de faire de l'ensemencement de nuages, donc d'augmenter les chutes de pluie, que de dessaler l'eau de mer. Voilà, donc en fait, c'est pour dire à quel point ça leur coûte cher d'obtenir de l'eau potable parce qu'ils n'en ont pas. Donc voilà, et quand on est une grande puissance pétrolière, c'est plus avantageux de faire voler des avions dans les nuages que de dessaler l'eau de mer. Mais bon, voilà, c'est plein de pays comme ça. Il y a aussi l'Afrique, le Sahel. Au Sahel, il y a des entreprises américaines qui vendent des services météorologiques comme ça, parce que forcément, ils sont acculés. Il y a la sécheresse qui va de mal en pis. Enfin, ils essayent, ils prennent ce qu'on leur offre, quoi. Mais après, c'est plein de régions qui seraient autant pour l'ingénierie météorologique. En fait, on n'est pas sûr ni des effets négatifs. Apparemment, il n'y en a pas à grande échelle pour ce qui est de l'ingénierie météorologique, mais tous les petits systèmes, les effets secondaires plus subtils sur la santé des écosystèmes, ça, forcément, c'est plus délicat. On n'a pas encore assez d'informations dessus. Ça commence à émerger, mais c'est des pays qui seraient fortement impactés, par contre, par une action de géo-ingénierie à grande échelle. Pour tous les projets de gestion des radiations solaires, il y a plein d'études qui sont sorties et qui montrent que en fait, toutes ces régions-là qui souffrent déjà de sécheresse, notamment le Sahel, il y a une étude de cas sur le Sahel, ça ferait baisser de 10 ou 12% les précipitations là-bas. Donc voilà. Enfin, Ouais. Il n'y a pas besoin de ça, quoi. c'est du pareil au même, du coup. Après, il y a un truc, c'est que le dérèglement climatique, c'est bien un climat
qui se dérègle avec globalement des températures plus chaudes, mais surtout des très grandes variations. Donc ça va impacter la végétation et en particulier la culture, donc notre bouffe à nous. Il y a la fonte des glaces, mais il y a surtout un truc, c'est le changement du cycle de l'eau, la perturbation du cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, ça va être un vrai souci parce que pas d'eau, pas de culture. Et pas de culture, on n'est pas là, quoi. Donc, on va être obligé, c'est là qu'il faut que notre démarche soit bien pensée, bien réfléchie. Moi, mon point de vue, hein, il ne va pas falloir qu'on s'interdise. De toute manière, même le GIEC le dit, hein, ils ne s'interdisent aucune technologie, à peu de choses près. Comme tu disais, hein, c'est indispensable. Voilà. Par contre, il va bien falloir choisir pour qu'il n'y ait pas d'effet, qu'il n'y ait pas trop d'effets négatifs. Voilà. Et le problème, c'est que depuis 200 ans, avec une énergie disponible globalement gratuite, on a été dans une situation où on n'a pas eu à choisir. Et donc maintenant, il va falloir qu'on choisisse. Parce qu'on n'a pas eu à choisir. On a fait des trains, on a fait des machins, on a fait des trucs. On n'a pas eu de problème. Et c'est justement parce qu'on a déstocké cette énergie qui était stockée. Maintenant, on va avoir des problématiques d'approvisionnement d'énergie. En même temps, on va avoir du climat. En même temps, on va avoir des cycles de l'eau qui vont être perturbés. Et donc, il va falloir gérer tout ça en même temps. Et je ne parle même pas de la biodiversité, parce que bon, voilà. Et donc c'est le choix en réalité, moi je pense qui va être déterminant. Donc il y a des endroits où je pense que la low-tech va être hyper important parce que il va falloir qu'on détechnologise, si c'est un terme qui existe, certains endroits parce qu'on n'en a pas réellement besoin ou c'est pas réellement essentiel, pour pouvoir continuer à consommer de l'énergie sur des sujets où c'est essentiel. Alors, l'essentiel, généralement, comme dit Vincent Mignereau, les 3 S, hein, s'alimenter, la santé et la sécurité. Voilà, c'est potentiellement les trois trucs qui sont un peu importants si on veut vivre. Et donc, c'est des arbitrages qu'il va falloir qu'on fasse probablement. Par rapport à la gestion de l'espace, en fait, déjà, toutes les techniques de géo-ingénierie, tout l'espace que ça prend, implanter des usines de capture de CO2, tout ça, c'est aussi des problématiques d'aménagement de l'espace et on se rend compte que tout ça, ça va venir grignoter sur les terres agricoles, en fait. Donc, c'est pareil pour les biocarburants, en fait, va falloir à chaque fois faire le choix avec l'alimentation. Enfin, c'est des mondes qui vont jusqu'à maintenant qu'on pensait tout à fait distincts, ou en tout cas, il n'y avait pas directement d'entrechoc entre les deux, mais il y a des pays où la question se pose déjà, en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cultive de quoi m'alimenter ou est-ce que je cultive ce qui va me donner de l'énergie? Est-ce que oui. J'ai des chiffres justement là-dessus pour se donner les ordres de grandeur, parce que c'est bien le problème, l'ordre de grandeur. Dans cette affaire-là, 70% des terres cultivées sont cultivées pour nourrir nos bestiaux. Donc veaux, vaches, cochons, etc. Donc ça, c'est un levier quand on dit manger moins de viande parce que ça émet moins de gaz à effet de serre. C'est moins de gaz à effet de serre parce qu'on déforeste moins, mais c'est également moins et ça va nous faire de la place. Et donc ce conflit des usages, c'est un vrai sujet. Alors sur le biocarburant, on va dire qu'on va faire avec de l'huile de friteuse, on va faire du carburant, mais il va falloir manger vachement de frites quand même. Ça ne va pas régler le problème d'obésité. Et quand on dit c'est pas grave, on va compenser on va planter de la forêt pour compenser nos émissions de carbone. Donc on en revient toujours au bateau qui fuit, hein, et on va créer une pompe plus grosse. Donc on va planter plein d'arbres. Si on voulait, comme c'est si simple, on se demande pourquoi on ne le fait pas. Donc si on fait une règle de 3 toute bête, un hectare de forêt, ça stocke à peu près 8 tonnes de carbone par an et par hectare. On émet 40 gigatonnes de CO2 par an. Ce qui veut dire que si on veut être à peu près tranquille pour les 100 prochaines années, il faut planter 50 millions d'hectares. Alors 50 millions d'hectares, je ne sais pas ce que ça fait. Alors certains diront que ça fait 5 Sahara. Moi, je vous dirais que ça fait 5 Europe. Alors l'Europe qui part du Portugal, qui va jusqu'à l'Oural, qui va tout en haut là jusqu'en Norvège, ou Finlande, peu importe, et qui va jusqu'au sud de la Grèce. Donc si on voulait compenser toutes nos émissions, c'est ça qu'il faudrait qu'on plante. Vous comprenez bien. Et donc là,
Il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de champs, il n'y a rien. Hein. C'est que de la forêt, tout ça, à la place. Et donc, on comprend bien qu'on a un conflit d'usage. C'est que si on veut continuer à émettre autant qu'on émet en compensant, ben, en réalité, à l'échelle, ça ne passe pas. Et là où c'est fou, c'est qu'on ne se résout pas à se dire ouais, mais on a un problème et il faut qu'on choisisse. Donc, on veut continuer à manger de la viande et à couper de la forêt. En même temps, on explique qu'on replante pour compenser. Mais quand on regarde les chiffres, ben, en réalité, la taille de la forêt, allez, je vais être positif, elle est constante. Voilà. Mais dans les faits, en réalité, la forêt secondaire diminue, décroît. Et c'est simplement des forêts cultivées qui croissent, donc type les Landes. Hein, voilà. Et là, le conflit d'usage des sols est un vrai problème sur l'énergie également. Parce que si on veut planter des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques partout, ben c'est pareil, mais il ne faut pas qu'il y ait d'arbres. Donc on veut planter plein d'arbres, on veut mettre plein de panneaux solaires. En même temps, on veut continuer à avoir de la viande. Enfin, c'est juste pas compatible. Et comme on déstocke notre énergie qui était stockée dans le sol, donc on a réussi à avoir un système qui était 3D, parce qu'on avait la longueur, la largeur, enfin la surface de la Terre, et on est allé piocher de l'énergie dans le sol. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on va continuer à utiliser le même système en utilisant autant d'énergie, mais non plus en ayant un système 3D, mais en ayant un système plus que 2D. Donc, bah, ça coince. Ou alors, on peut se faire brancher des petites branchies, peut-être. Non, mais voilà, et le conflit des sols, l'usage des sols, c'est un vrai problème. Bon, des problèmes, il y en a déjà pas mal, et on voit qu'ils vont augmenter, et il y a sans cesse des nouvelles questions qui se posent. Et donc, là, il y a un vrai enjeu d'apprendre dès maintenant à réfléchir différemment le problème et à pas être toujours sur mettre le pansement, mais être sur plutôt pas s'attaquer aux symptômes, mais s'attaquer vraiment à la cause un peu plus primaire. Et je pense aussi à d'autres... du coup, sur des innovations comme celle que vous portez. Donc là, vous avez aussi pris en charge le recyclage des masques. Ben voilà, c'est typiquement un déchet qu'on n'avait pas trop prévu. Enfin, certains diront que peut-être, mais où au final, on n'a pas pensé non plus une solution. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as aussi le volet sensibilisation qui est important pour pas réduire... en fait, peut-être même pas réduire seulement le déchet, mais juste l'utilisation première, que ce soit avec le mégot, avec tout ce que vous utilisez. C'est vrai qu'en vous écoutant à notre petite échelle sur le mégot ou les masques et puis bientôt les chewing-gums, parce que les chewing-gums aussi sont un fléau, c'est vrai que nous, tout ce que vous dites, on le constate à notre petite échelle dans le sens où quand on dit à nos partenaires, attention, oui, on va vous proposer des actions de recyclage, on va vous proposer des choses derrière pour transformer les déchets, mais ça ne réglera pas le problème. Nous, on n'ira pas, par exemple, collecter les mégots qui sont par terre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent pourquoi c'est important de ne pas le jeter et pourquoi c'est important d'aller le mettre dans des réceptacles pour après qu'il soit traité d'une manière particulière. Mais pourquoi c'est si important ? Et ça, les personnes, enfin les clients ne l'entendent pas. C'est un peu la technologie, on veut voir qu'il y a quelque chose derrière, on veut voir que je veux montrer sur de la communication et du marketing que mon entreprise, en fait, elle récupère et puis elle crée du plastique derrière. Moi, c'est ça que je veux, le reste, changer les comportements, ça m'est égal. Ben non, c'est pas ça. Il faut effectivement qu'on revienne à l'ancienne. Il faut qu'on arrive à avoir de meilleurs comportements et de meilleurs agissements. Et c'est très dur et on essaie de les amener là-dessus, mais c'est vraiment très compliqué. Pour les masques aussi, c'est pareil. Là, on fait appel à nous en nous disant ouais, mais regardez, c'est le fléau mondial. Il y a des masques partout par terre. Oui, il y a des masques partout par terre. On va traiter ce problème-là. On va essayer de créer quelque chose. Mais on ne va pas juste vous les récupérer pour les détruire. On va essayer de mettre des collecteurs, de sensibiliser les gens et qu'ils comprennent aussi que chaque chose qui est créée, il faut trouver une solution derrière, mais pas que forcément technologique. C'est que la matière qu'on va créer de plastique, elle va être recréée pour faire des équipements sportifs ou pour faire autre chose. Mais à la fin, cet objet qu'on va créer, par exemple, de pédale de vélo, il va falloir aussi, un peu sur le système de consigne, on en parlait,
consigner aussi cet objet-là pour qu'après vous le remettez pas non plus à la poubelle et ou que vous le jetiez dans l'environnement. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire dans l'idée, mais c'est vraiment de se dire qu'effectivement il y a en premier lieu un changement de comportement, il y a de la sensibilisation à avoir et que même si à la fin on trouve effectivement des solutions technologiques pour changer les choses et trouver une échappatoire, parce que c'est ça un exutoire, une échappatoire, si on ne comprend pas à la base qu'il faut faire attention et que l'objet final, à chaque fois qu'on crée, eh ben, celui-là aussi, il faut retrouver un bon comportement avec, on ne s'en sortira pas forcément. Donc voilà. Donc au final, ça serait peut-être bien aussi de vous associer avec plutôt une structure de lutte anti-tabac ou de... Oui, alors on le fait, on a beaucoup de demandes là-dessus. Maintenant, comme on dit un peu, c'est chacun à son domaine. On n'est pas médecin. On n'ira pas exactement expliquer à quelqu'un l'impact du mégot sur sa santé parce qu'on n'est pas spécialiste et parce qu'il y a beaucoup d'associations, de structures qui sont sur la santé. Nous, on a vraiment une partie impact environnemental. Même si quand on explique aux gens que dans le mégot de cigarette, qui est un déchet dangereux, ou dans le masque, il y a du plastique, il y a de l'arsenic, il y a plein de choses, ça le sensibilise quand même un minimum pour arrêter de fumer. Mais voilà, on s'associe effectivement plutôt qu'en parler de nous-mêmes. C'est aussi ça un peu l'innovation dont on pourrait avoir besoin. C'est aussi d'apprendre à coopérer parce que effectivement chacun en a son métier, mais en fait apprendre à travailler pour innover ensemble, c'est aussi une solution. Ça, est-ce que c'est quelque chose dont tu peux nous parler peut-être au niveau métropolitain parce que En métropolitain, non, parce que je ne suis pas métropolitain, je ne suis que mairie de Bordeaux. mais oui, c'est sûr, parce que en fait, aujourd'hui, nous, on voit émerger partout, même sur le territoire. On a cette chance de voir apparaître énormément d'innovations, d'acteurs qui portent des innovations. Et pour autant, la capacité financière et technique de la ville à accompagner ces acteurs-là, elle est extrêmement limitée. Je donne un exemple, même plusieurs exemples, avec tout ce qui va être filière d'économie circulaire, que ce soit la consigne, que ce soit n'importe quel déchet, les biodéchets, les excréta, etc. En fait, en fonction de la filière, il y a parfois même plusieurs acteurs qui existent déjà sur le territoire. Et en fait, si on les prend sur la consigne, par exemple, potentiellement, on en a plusieurs ici sur le territoire. Et s'ils viennent nous voir les uns après les autres en disant alors nous on a besoin de financement pour qu'on se lance, on a besoin de sites de stockage, on a besoin d'un site de lavage. Le suivant arrive le lendemain et dit alors moi j'ai besoin de financement pour me lancer, j'ai besoin de sites de stockage, j'ai besoin de sites de lavage. Le troisième arrive après et il dit exactement la même chose. Donc à un moment, nous, heureusement, on s'y est pris en amont, on a vu le truc venir, on leur a dit mettez-vous ensemble. Parce qu'on ne va pas vous donner un site de lavage. Déjà, ce n'est pas le rôle de la ville, mais on va pas vous aider à avoir un site de lavage chacun. En fait, mutualisez-le. Donc, effectivement, la coopération, c'est une innovation vers l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation va être de moins en moins possible parce que les moyens de financement sont morcelés. Alors que si les acteurs se mettent ensemble, ils sont déjà beaucoup plus visibles, ils sont plus solides, ils sont plus résilients, ils peuvent se compléter parce que certains auront une spécialité. Moi, sur les biodéchets, je suis plutôt vers les gros producteurs. Moi, c'est plutôt les ménages, etc. Donc, la mutualisation, elle va être essentielle pour engager des véritables innovations. C'est-à-dire, il n'y a pas de définition, mais en tout cas, moi, ce que j'y mets, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement technologique, mais qui va dans le changement des modes de consommation, dans le changement des usages. Et ça ne se fera qu'à grande échelle à partir du moment où les acteurs coopèrent. Et la ville, la collectivité, sur ces enjeux-là, doit aussi coopérer avec elle. On est depuis trop longtemps dans une logique, on l'entend assez régulièrement, on a le moins de soucis, on vous répond, ne vous inquiétez pas, le marché trouvera la solution. Je pense qu'on sait avec le recul que le marché ne trouvera pas la solution parce qu'il n'en a pas envie et que ça ne lui rapporte pas assez d'argent. Donc en fait, la collectivité, même si ce n'est pas sa compétence, l'économie, la ville, elle a ce rôle-là à jouer. De dire, moi, si je veux que la consigne revienne à Bordeaux, je dois faire partie du projet. Je dois être partie prenante du projet. Parce que moi, je peux aider d'une certaine manière. Je peux, en expérimentation, installer des collecteurs dans mes bâtiments en public. Ça ne fera pas tout, mais ça aidera les acteurs.
Donc, je dois faire partie de ces coopérations aussi. Et pas simplement dire oh, vous faites votre soupe entre vous, quand vous serez payé, vous me sollicitez, puis je vous fais une délégation de service public. Et puis, parce que le gros risque à faire comme ça, si les collectivités ne participent pas aux coopérations, c'est ce qu'on a eu dernièrement, c'est qu'on avait sur Bordeaux un acteur, une entreprise qui avait encore tout ce qu'il fallait pour le lavage des contenants alimentaires. C'était une entreprise privée. Du jour au lendemain, si elle a envie de fermer, elle ferme. Elle a fermé. Et donc, si on avait eu, alors ce n'était pas encore le cas, mais si en amont, on avait eu toute la filière de la consigne qui, du jour au lendemain, se retrouvait sans site de lavage, la filière était morte. Donc, c'est impératif que les collectivités, donc à cette échelle-là, ces villes, métros, départements, régions, doivent s'investir dans ces filières-là, avec les acteurs, et donc coopérer tous ensemble. Voilà. Et comme tout à l'heure, tu parlais aussi aujourd'hui, on parle d'innovation que s'il y a un circuit imprimé. Si on revient encore à ma définition de la technologie, qui est un ensemble cohérent de savoir et de pratiques, finalement, une technologie ou une innovation sociale, donc aussi la coopération, c'est aussi de l'innovation. Tout ce qui est gouvernance partagée aussi, c'est une forme de technologie, de nouvelles technologies qui permet aussi de réfléchir à un problème différemment. Et du coup, l'idée de cette table ronde, c'est quand même aussi de ne pas être que sur le constat de la technologie, c'est pas forcément le chemin éclairé, mais c'est un peu de donner quand même des clés d'action par rapport à ça. Et donc, je veux bien aussi que tu nous parles de ce que vous faites, de ce que vous pensez faire ou de là où ça en est sur la low-tech à l'échelle de la municipalité, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore quelque chose qui est plutôt affilié à l'imaginaire du garage du bricolo. Donc, comment on peut aussi donner ces lettres de noblesse à ce genre de pratique? Il y a deux choses à faire. Alors là, on engage une réflexion qui est assez difficile c'est quelque chose qui est assez difficile à faire pour une ville, parce que en général, les collectivités sont assez peu dotées sont assez peu armées sur l'innovation. Donc, quand on apporte des sujets innovants à une collectivité, en général, elle panique, elle tremble et elle ne sait plus quoi faire. Donc, c'est assez difficile, en fait. C'est très, très, très innovant. Pour autant, la ville de Bordeaux et la métropole de Bordeaux ont participé ces derniers mois, enfin, continuent même de participer à une étude du labo de l'ESS sur les métropoles low-tech, auxquelles ont participé d'autres territoires comme Paris, Strasbourg, Lille, Lyon et Poitiers. Et l'idée, de cette étude, c'est de montrer, de donner des pistes de réflexion, en tout cas pour les métropoles, pour qu'elles engagent une dynamique low-tech, pour devenir une métropole low-tech. Alors du coup, cette étude part déjà doit donner une définition de ce qu'est une métropole low-tech. Parce qu'une technologie low-tech, on voit à peu près ce que c'est maintenant, mais une métropole low-tech, on ne le sait pas trop encore. Donc il y a aussi cette réflexion à avoir en amont. Après, pour ce qui est de l'intégration de la low-tech sur le territoire d'une ville, il y a deux leviers qu'il faut pouvoir activer. Le premier, c'est effectivement, comme tu l'as dit, celui de la professionnalisation. Parce qu'aujourd'hui, la low-tech, c'est du bricolage de garage. Et il y a en plus sûrement de très bonnes choses qui sont inventées, mais ça ne sort pas de là. Ça ressort pas de là. Et puis en plus, il y a tous les enjeux de réglementation. Aujourd'hui, si vous avez peut-être eu la chance de fabriquer un poêle dragon pour vous chauffer à partir de vieilles bonbonnes de gaz, vides évidemment, si vous le faites chez vous à la campagne, ça n'engage que vous. Si vous foutez le feu à votre baraque, c'est une chose. Si vous le mettez dans votre appartement et que votre appartement prend feu, c'est au mieux l'immeuble qui prend feu. Donc en fait, et c'est pour ça que dans le BTP, il y a tout un tas de réglementations. Aujourd'hui, les low technologies, alors ça va dans les deux sens, les low technologies ne sont pas du tout adaptées à la réglementation, et la réglementation actuelle dans le BTP n'est pas du tout adaptée non plus aux low technologies. Donc il y a déjà ce volet de la professionnalisation.
Et aussi, comme c'est aussi le parallèle que je viens de faire, adapter les low technologies à la ville. Aujourd'hui, ce qui est développé en low tech, c'est surtout à la campagne. Aujourd'hui, on n'a aucune low technologie qui s'installe, quasiment aucune qui s'installe dans un appartement. On a ici à Bordeaux les toilettes sèches de la fuminerie. On a quelques acteurs qui vous proposent des bioseaux pour du compost d'appartement. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est le problème. Et du coup, la ville aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose parce que les acteurs n'existent pas. Enfin, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas faire grand-chose seule. Elle peut pas. Moi, si demain je lance un marché pour dire, j'en sais rien, un quelconque marché pour appeler des acteurs à venir s'inscrire dans une dynamique low-tech locale, je vais avoir personne. Personne ne va répondre. En fait. Donc, le point de départ, en fait, pour la ville, ça va être d'impulser la création d'un écosystème local. Un écosystème qui n'est pas uniquement d'entrepreneuriat, hein. C'est voilà, des entrepreneurs, des artisans, mais aussi de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut brancher un maximum d'établissements de recherche et d'enseignement pour qu'ils mettent aussi la main à la pâte. Il faut travailler aussi avec les sciences humaines parce que aujourd'hui, quand on parle de low-tech, alors on ne l'a pas encore fait au sein du conseil municipal, mais si on nous le dit, je sais qu'on va nous répondre oui, vous êtes pour le retour à la bougie et les Amish. voilà, les Amish. Donc il y a aussi faut travailler sur le regard et sur l'appropriation des technologies. Mais de toute façon, c'est au cœur de la low-tech, hein, l'appropriation des technologies, la réappropriation. Donc en fait, c'est tout un ensemble d'acteurs qu'il faut réussir à mettre autour de la table. Pour dire, nous, la ville, au mieux, ce qu'on peut dire, si on va dire à cette table, nous, on peut amener ça, on peut amener ça, on peut amener ça, mais ça ne fera rien, quoi. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut proposer tous ensemble en vue de créer un écosystème? Et ça, c'est la base. Tant qu'on n'a pas l'écosystème local, on n'aura pas de low-tech en ville, en fait. Il faut de l'innovation, il faut développer des low-tech, il faut les faire valider, il faut qu'on ait des acteurs, des artisans peut-être qui les fabriquent, il faut qu'on ait d'une certaine manière de la promotion, c'est surtout là où la ville peut avoir un rôle à jouer. Promouvoir les low-technologies, elle peut le faire d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire parce qu'aujourd'hui c'est inexistant, il n'y a quasiment aucun acteur. Okay. C'est pas très optimiste. Du coup, que je viens de dire. Il y a un appel à ceux qui sont dans la salle si vous voulez lancer dans la low-tech. Par rapport à la représentation, Marine, toi, c'est la représentation, toi, c'est de la technologie ou vraiment juste de l'ingénierie météorologique sur lesquelles tu as travaillé? Comment ça? Sur l'idée des représentations du public, c'est par rapport à la technologie ou par rapport seulement à l'ingénierie météorologique que tu as travaillé? Dans le cadre de ma thèse, je travaille vraiment spécifiquement sur l'ingénierie météorologique. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours en sciences humaines assez classique. Et j'ai fait un M2 de philosophie et histoire des sciences. Et du coup, c'est des questions qu'on aborde assez naturellement, la représentation quand on se fait de la technologie. Et j'ai trouvé ça intéressant que tu parles de la collaboration avec les sciences humaines, parce que justement, il y a une question qu'on se pose beaucoup dans ce genre de cursus, c'est la question de l'expertise. Et on remarque assez rapidement que l'expertise, l'idée d'expertise, elle est toujours conjointe à celle d'un cloisonnement disciplinaire. C'est-à-dire qu'on a un expert de telle discipline, et puis de telle discipline, et puis de telle discipline, et puis on peut avoir un millier d'experts, et en fait, personne ne communique avec personne. Et je pense que c'est important dans ce genre dans le genre de réflexion qu'on est en train de mener là, de aussi promouvoir la communication entre les différentes disciplines, parce qu'on ne peut pas faire de la physique dans son coin, de la physique atmosphérique. C'est ce qui se passe dans la géo-ingénierie en fait. On a des physiciens des nuages qui font leur physique de leur côté, et puis ils ne communiquent pas avec l'écotoxicologue qui va peut-être leur apporter un savoir sur la santé des micro-organismes qui sont sous les nuages en fait. Parce que le nuage, il n'est pas juste là tout seul. Et il y a pareil, en fait, on est souvent dans une idéologie de, il y a les sciences dures d'un côté, et puis il y a les sciences molles, les sciences humaines de l'autre.
Et elles n'ont rien à s'apporter parce que le sociologue, il y connaît rien aux sciences, et puis le scientifique, il s'en fout des sciences humaines. Mais en fait, tout est... Enfin, de la même manière qu'on doit relancer une réflexion plus écosystémique sur la nature, ce serait bien de relancer aussi une réflexion sur l'écosystème de la recherche. En fait, le sociologue, il a beaucoup à apporter au physicien, le physicien, il a beaucoup à apporter au sociologue, et c'est aussi pour sensibiliser le technicien, l'ingénieur ou le chercheur aux conséquences sociologiques, politiques de ce qu'il fait. En fait, la technologie, c'est pas... Enfin, on peut pas juste produire quelque chose, un objet, et sans avoir aucune notion de la représentation qu'on va en avoir dans la société, des usages qu'on va en avoir dans la société. En fait, tout est interconnecté, et c'est vrai que c'est très important de relancer la communication entre les différents experts de toutes les disciplines qui existent, et vraiment s'affranchir de cette distinction entre sciences dures et sciences humaines, parce que on le voit même dans la gestion d'une crise sanitaire, il n'y a aucune communication en fait. On part dans je sais pas, des considérations biologiques sur enfin, je sais pas, mais voilà quoi, c'est la biopolitique. On voit bien que c'est le point de jonction entre le savoir épidémiologique et puis le savoir sociologique. On peut pas mener une politique, on peut pas gérer une épidémie sans gérer le côté sociologique de la chose. On l'a vu, ça marche pas. C'est pareil pour l'écologie, c'est pareil pour tout en fait. Je pense que c'est important. Juste pour compléter les travaux du GIEC, et c'est pour ça que le GIEC a été créé, c'est qu'on commençait à se rendre compte qu'il y avait peut-être un petit problème. Et en réalité, on avait plein de sciences, plein de scientifiques qui travaillaient sur plein de sujets. Et le rôle du GIEC, ça a été justement de les faire parler entre eux pour arriver à créer une synthèse de la vue scientifique sur le monde du climat. Et maintenant, le GIEC travaille avec l'IPBES, donc l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, parce que justement, le climat n'est pas non plus exempt de lien avec, avec la partie biodiversité. Et on a une vraie culture, c'est vrai, de l'ingénieur ou de l'expert, très cloisonné dans son métier, parce que de toute manière, pour être bon dans un domaine, il faut y passer du temps, mais quand on y passe du temps, on ne passe pas à faire autre chose, hein, la définition même. Et il y a une vraie difficulté à avoir des gens qui ont une vue systémique et qui arrivent à faire parler tout le monde en même temps. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et d'ailleurs, il y a une manque de reconnaissance parce qu'à l'arrivée, quand on a une vue systémique, on ne connaît rien en réalité, parce qu'on est nul dans tous les domaines. C'est dommage, hein, mais voilà, on est nul dans tous les domaines. Et à côté de ça, c'est le seul truc qui permet de faire le lien entre les différents parpaings qu'il peut y avoir. Voilà. Et pourtant, c'est important d'avoir du lien entre les parpaings, sinon le mur, il se casse la figure. Voilà. Et c'est vrai que d'un point de vue sociétal, hein, il y a une manque de reconnaissance, et du coup, on aime bien raisonner en cheminée. Mais c'est pareil si on prend le mégot, je suis complètement d'accord, parce que nous, quand on veut faire changer les comportements, l'entreprise en soi, elle n'est pas sexy, hein. On gère des déchets. Les gens, personne n'a envie de parler de déchets, personne n'a envie de se dire tiens, aujourd'hui, génial, je vais faire une super action, je vais aller vers un cendrier. Génial. Sauf que, mine de rien, nous, notre rôle, en changeant les comportements ou en essayant que les gens ne jettent plus par terre, il faut qu'on arrive à les amener vers ces cendriers, vers ces réceptacles à déchets. Et effectivement, on a une grosse partie aussi sur un peu la sociologie, où on a réfléchi comportement des usagers, où on a fait des expérimentations, notamment avec la mairie de Bordeaux sur le terrain. C'est comment rendre sexy un cendrier, comment rendre sexy un collecteur de masques chirurgicaux qui ne donne pas non plus peur de potentiellement on y va, il y a le virus qui peut nous sauter dessus. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais géolocaliser je ne sais plus qui en parlait, mais géolocaliser notamment c'est pour les poubelles enterrées. Le niveau de déchets, est-ce que c'est bientôt rempli ou pas? Nous aussi, on y a pensé, parce qu'on s'est dit, si c'est rempli, si après les mégots sortent, plus personne ne peut mettre son mégot, il y en a partout par terre, personne n'ira se dire je vais quand même essayer de mettre mon mégot parce qu'il faut que je le mette là. Non, c'est sale, ça déborde, ça va pas être bon. Effectivement, nous, on a réfléchi écologie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des piles, c'est pas bon pour la planète. Et puis, en fin de compte, nous, l'humain, on y est revenu tout de suite, c'est qu'on a des agents logistiques qui passent très souvent pour voir nos cendriers.
Et sur tout le territoire, on fait appel à des chantiers d'insertion ou des structures de l'ESS partout en local qui vont effectivement garder les cendriers. Donc je suis complètement d'accord et c'est comme ça qu'on voit et qu'on nettoie. Mais je suis entièrement d'accord, la technologie, il faut absolument aller beaucoup plus dans un côté sociologie. C'est comment on amène les gens à utiliser et bien utiliser ces technologies ou même pour nous, de les attirer vers de la gestion de déchets pour que ce soit mieux pour la planète, quoi, tout simplement. Et est-ce que c'est quelque chose que en tant que collectivité, vous pouvez promouvoir cette transdisciplinarité, enfin quelque chose est-ce que vous avez des leviers pour favoriser cette... On a des leviers, mais les acteurs en fait peuvent déjà le faire par eux-mêmes, hein. Il y a un dispositif qui s'appelle les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, en fait, qui ont pour vocation de, sur une thématique très précise, sur un enjeu très précis, de rassembler autour de la table et autour de cet enjeu plusieurs acteurs qui peuvent venir de milieux totalement différents. Voilà, on commence à voir, mais ça n'a que quelques années en fait ces dispositifs, donc on voit que les choses changent. Il y a de plus en plus de dispositifs qui permettent de mettre différents acteurs autour de la table, même économiquement. Il y a ce qu'on appelle les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des coopératives, on va dire lambda, mais en fait c'est au niveau de la gouvernance. On va avoir des collèges d'acteurs différents. Ça peut être les salariés, même je crois que ça doit être les salariés. Et ensuite, ça peut être les collectivités, les partenaires, les clients, peu importe. Donc, évidemment, la ville peut promouvoir aussi ces formes-là. Mais la ville en matière économique, enfin je dis économique, mais finalement c'est l'entreprise au sens large, hein, quelle que soit la finalité qu'on lui met. C'est pas tant sa compétence, donc tout ce qu'elle pourra faire finalement, mais c'est déjà très bien, c'est communiquer en fait. La ville, elle organise régulièrement des événements. Des événements pendant le mois de novembre, il y a le mois de novembre, c'est le mois de l'ESS, donc il y a des événements tout au long de l'année. On peut très bien mettre en avant pendant le mois de l'ESS thématisé sur les coopérations. Sur une thématique très précise. Aujourd'hui, on est en train de, alors c'est pas sorti, hein, mais on est en train de préparer un appel à manifestation d'intérêt pour les coopérations d'acteurs. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire effectivement pour amener les acteurs, s'ils n'ont pas ce réflexe-là, les amener à se rencontrer et échanger. J'irai un petit peu plus loin que ce qui a été dit. Pour moi, si on veut quitter le champ de la technologie et pouvoir être estampillé, labellisé innovation, je pense que le filtre des ressources humaines, il est indispensable en fait. C'est presque aux ressources humaines derrière de dire c'est bon, vous êtes validé ou non en tant qu'innovation. Parce que si effectivement on ne fait pas ce travail de dire ok, la technologie que j'ai développée, elle est géniale, elle répond à un problème très précis, mais si derrière j'ai pas regardé quels allaient être les impacts sur la société et tous les impacts indirects, en fait pour moi on ne devrait même pas s'autoriser à utiliser le mot innovation, parce que on a fait le travail qu'à moitié, et encore je suis gentil. Réaction, Ludovic? Oui, ça me fait réagir parce que si on raisonne comme ça, si on regarde 200 ans en arrière, alors même si ça nous a mis dans le mur, hein, je suis d'accord, quand on a inventé la voiture, on n'a pas commencé par faire mettre l'ABS, le SP, le machin, le truc, l'airbag, etc. On a fait une bagnole et puis quand il y a eu des morts, on a commencé à faire des trucs pour qu'il y en ait moins. Et quand tu dis ça, si on invente un truc et qu'il faut qu'on réfléchisse pendant X temps pour essayer de comprendre tous les effets pour ensuite se lancer, tu comprends bien que du coup, en réalité, on ne fait plus rien. Et alors, je ne dis pas qu'il faut se lancer sans réfléchir, c'est pas ça hein, que je dis, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre je fais, je ne réfléchis pas et je ne ferai que quand j'aurai réfléchi. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir où il ne faut pas qu'on soit complètement stupide et on ne peut jamais avoir une vue globale sur quelles sont les conséquences, mais en tout cas qu'on se pose des questions et des bonnes questions sur les conséquences. Parce que sinon, après, c'est un discours qui est inentendable en réalité. Ben ouais, c'est hyper théorique. Comment tu le mets en pratique, ouais, en effet.
Non, mais je suis entièrement d'accord, hein. C'est très théorique, mais ouais, disons que l'intérêt, c'est au moins que ça pose les bonnes questions. Enfin, si on compare à il y a 200 ans, aujourd'hui, l'impact du mot innovation n'est pas le même, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on vous dit la 5G est une innovation, on a des queues de 5 km devant les opérateurs pour aller acheter le nouveau téléphone innovant. Parce qu'aujourd'hui, c'est marketing de dire innovation. Il y a 200 ans, on ne parlait pas d'innovation. Enfin, donc, en fait, il y a pas le même rapport à l'innovation aujourd'hui, parce que l'innovation est un produit de consommation maintenant, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être des garde-fous aussi plus importants à mettre que c'était le cas avant, surtout qu'aujourd'hui, bah, là, on est face au mur. Quand on a lancé on a inventé les premières voitures, les premières machines à pétrole, les premiers moteurs thermiques, ben, du coup, en fait, on avait commencé à créer le mur, mais le mur, il était encore très, 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 très loin. Donc c'était pas forcément le même enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui, le mur, il est juste en face de notre nez, donc on peut pas se passer de ça, quoi. Et personnellement, si ça doit être un facteur de décroissance, ça me pose absolument pas de problème éthique. Donc, mais c'est des choix. En tout cas, c'est sûr que ça se discute. Il y a un équilibre à trouver. Encore une fois, ce que j'ai dit, c'est très théorique. C'est évidemment absolument pas applicable. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de poser cette question de est-ce qu'on doit encore s'autoriser aujourd'hui à ne pas faire intervenir les sciences humaines quand on développe soi-disant une très grande innovation. C'est surtout ça, en fait, dans ce sens-là. Ça me fait penser du coup à cette idée que on avait évoquée quand on s'était eu au téléphone, Marine, sur sur finalement la vision du progrès et cette idée que aujourd'hui l'innovation ou la technologie c'est un bien de consommation. Est-ce qu'en sciences sociales il y a des outils un peu qui permettent d'aider à ce changement de vision par rapport au progrès? Comment on pourrait enfin, à la fois individuellement et collectivement se débrancher de cette pensée-là parce que bon, bah, moi-même, des fois, je vois un truc assez nouveau et je me dis, oh, c'est sympa, cette petite fonctionnalité en plus. Et après, je rationalise et je me dis, en fait, j'en ai juste pas du tout besoin, mais il y a quand même cette petite étincelle qui est là. En plus, je sais pas s'il y a enfin, c'est pas aussi simple qu'un outil qui permet de comme ça se réinitialiser en tant qu'espèce, mais je sais pas s'il y a des réflexions qui vont dans ce Oui, sens. des réflexions, il y en a. Après, c'est très compliqué. On est dans un monde, c'est le marketing, quoi. On vit dans des publicités constamment. Il y a des panneaux publicitaires tous les 2 mètres. On est constamment avec le téléphone ou un téléviseur sous les yeux. On est constamment assailli de publicités. Je pense que c'est difficile vraiment de s'en déconnecter. Après, je trouve ça déjà très bien de faire des sessions d'information, des tables rondes comme là, de passer par la rencontre beaucoup, parce que ça, c'est des sujets quand même. Le réchauffement climatique, tous ces trucs-là, c'est quand même très indigeste, hein. Si on n'a pas la bonne approche du sujet, moi, je vais pas aller moi-même me lire des gros pavés de physique atmosphérique et tout donc c'est déjà super bien, je trouve, d'aller à la rencontre des gens, d'essayer de parler, de faire du pluridisciplinaire, de faire intervenir des acteurs différents, voilà, un physicien, un élu, pourquoi pas, si la sécurité est assurée, voilà, des spécialistes de tous les domaines pour essayer d'échanger. Parce que généralement, justement, on parlait de l'expertise. Généralement, le fait d'être confronté à des gens qui n'ont pas la même expertise que nous, ça nous force aussi à simplifier notre propos. Voilà, on ne peut pas partir dans nos délires disciplinaires habituels. Donc, on simplifie, on se pose, on essaie de communiquer avec les gens, de retrouver des socles communs de communication, quoi, des trucs tout bêtes, des réalités qu'on partage. Et voilà, il faut communiquer. Après, ce serait pour la réflexion par rapport aux sciences humaines, plutôt que de se dire qu'à chaque innovation, on va aller explorer, on va essayer d'explorer, de faire de la prospective, d'aller voir toutes les possibilités. On peut aussi entrer plutôt dans le mode de la consultation publique, d'être dans la transparence, de fluidifier les échanges avec tous les cercles de la société. Et puis,
surtout les grosses innovations technologiques comme la géo-ingénierie, ça doit être ouvert à la consultation publique. Je repense là à l'exemple de Scopex et du fait que ce peuple autochtone suédois, les Samis, ont réussi à faire arrêter l'expérience parce qu'il y a une consultation, les scientifiques ont écouté ce qu'ils avaient à dire, il y a eu un échange et eux, ils ont dit non, on ne veut pas de ça sur notre territoire, on ne veut pas. Et ça devrait être ça beaucoup plus souvent en fait. Parce qu'il y a plein, quand tu disais que les villes n'étaient pas consultées par rapport à la 5G, c'est des trucs absolument fous, quoi. Il faut de la consultation, du dialogue public. Moi, je pense que c'est surtout ça l'enjeu. Et de l'information. Mais ça, je pense que c'est déjà bien en cours, même s'il y a encore quelques sceptiques qui traînent par-ci par-là. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a un outil qui est très important, mais qui commence à grandir dans le monde, c'est tout ce qui touche à l'intelligence collective, la gouvernance partagée, etc. Effectivement, quand on veut mettre des acteurs différents autour de la table, souvent ils arrivent avec leur spectre, ils arrivent avec leurs limites et surtout ils arrivent avec les contraintes avec lesquelles ils vivent dans leur travail en fait. Et ça arrive régulièrement, surtout nous en tant que collectivité, on a souvent des acteurs qui sont persuadés qu'on est capable de tout faire et qu'en plus on est Crésus et du coup, parfois rien que leur exposer les contraintes, en disant moi j'ai envie d'aller dans votre sens, mais voilà quelles sont mes limites très honnêtement. Voilà, il y a des techniques de communication, des techniques d'intelligence collective qui font que chaque acteur aussi peut prendre connaissance et conscience des contraintes de l'autre et des besoins de l'autre pour ensuite, à partir du moment où on a fait cette base-là, on arrive à une solution commune parce que très souvent, en fait, tous les acteurs autour de la table, sans se le dire, ils veulent aller dans la même direction. Mais sauf qu'il y en a certains qui pointaient par là, d'autres par là, d'autres par là, d'autres qui avancent vite et d'autres moins vite. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on y va ensemble en ayant conscience des contraintes. Et ça, l'outil de l'intelligence collective, il est hyper important et il fonctionne même. Enfin, c'est là aussi les collectivités ont ce rôle à jouer parce que on n'est pas expert d'intelligence collective. Par contre, on peut faire si on lance des groupes de travail, peu importe la thématique, on peut faire intervenir des acteurs qui sont spécialisés là-dedans et qui vont animer. Voilà, là, je donne l'exemple j'ai oublié le nom. Dans le cadre de la démocratie permanente, on a une espèce de chapiteau qui tourne dans les le Parlement mobile. Voilà, le Parlement mobile, dont j'y ai participé il y a quelques jours. En fait, il y a un animateur qui n'est pas de la ville, un animateur qui vient de l'extérieur, qui est spécialisé dans l'animation, et ça permet d'avoir des échanges qui sont extrêmement riches. Donc voilà, ça c'est un outil très important pour la coopération et pour l'innovation. Ok, donc aller chercher aussi l'expertise qu'on n'a pas et peut-être un peu reboucler sur ce que disait Ludovic un peu sur le fait que sur l'idée de la serre c'est une serre avec des ouvertures automatiques. C'est aussi un peu peut-être se déprogrammer du chemin de pensée et se réhabituer à réfléchir différemment à une solution. Ça peut être aussi juste une habitude, un exercice à faire de temps en temps pour sortir de cette pensée. Ouais, après, il y a un truc, il y a un effet pervers de la technologie, c'est après notre dépendance à cette technologie, et en particulier la dépendance à une technologie dans un monde particulièrement perturbé. Ça, c'est un vrai problème, pas résilient. Le problème, c'est le climat se réchauffe, mais surtout, on va avoir des événements extrêmes qui vont être de plus en plus importants. Ça veut dire que des coupures électriques sur des longues périodes, c'est des choses qui vont probablement arriver, voire sur des grandes zones. Sur la conf du Shift, on parle de New York pendant quelques jours. Quand il y a eu, ça y est, j'ai perdu la ville, la Nouvelle-Orléans, qui a eu l'ouragan, ça a été plusieurs jours, ça a fait des dizaines de morts, cette affaire-là, tout simplement parce qu'il n'y avait plus aucun service qui était disponible, et on n'était pas en train de parler d'hyper high-tech, mais quand il n'y a plus d'eau potable, ça va vite, en réalité, les problèmes. Et la technologie qui peut être un levier, c'est aussi une faiblesse. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu rentres dans un monde extrêmement technologique et entièrement technologique, tu commences à devenir un colosse au pied d'argile parce que tu es très déconnecté de ton milieu. Et là, je parle du milieu, le système Terre. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu casses cette alimentation, tu casses
ton alimentation en énergie, et en particulier en électricité, bah, tu te retrouves un petit peu tout nu. Tout simplement. Je vais prendre l'exemple tout bête de la coupure électrique quand vous avez la plaque à induction, les volets électriques, le portail électrique et que bah, vous êtes comme un idiot et vous ne pouvez plus sortir de chez vous. C'est un détail anodin, c'est pas grave, mais c'est symptomatique de je suis hyper dépendant de quelque chose et du coup ça me rend fragile. Alors, c'est pas grave d'être fragile 24 minutes par an, qui est le taux de panne électrique en France. Voilà, on s'en fout. Dit autrement, on s'en fout. Alors, il y en a, la moyenne est plus élevée, donc ils s'en foutent un peu moins, ceux-là. Mais par contre, quand tu te retrouves dans des situations où tu peux avoir un ou deux événements extrêmes de longue durée, bah, ça commence à poser des problèmes, quoi. Je m'en fous, j'ai une clim. Je n'ai pas isolé mon bâtiment, j'ai fait une clim. Ah, pas de chance, je vais avoir 3 semaines de canicule à 50. Ah, voilà, c'est un exemple. Donc la low-tech, c'est aussi une façon d'augmenter notre résilience par rapport à ces extrêmes-là. Ok. Du coup, je pense qu'on peut prendre quelques questions dans la salle s'il y en a. Ou si c'est un petit peu là la période compliquée parce qu'il est... Ouais, là on est en bien dans la digestion, donc technologie pour mieux vivre la digestion. Donc peut-être qu'il n'y a pas de questions. Si. Attends, j'arrive. Moi, j'ai gribouillé un petit truc sur mon téléphone. C'est une question plus sur la sémantique, parce que du coup, on parle de technologie, on parle d'innovation et on parle de à quel point est-ce que ces termes ils peuvent être galvaudés, notamment l'innovation par le marketing. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de changer de vocabulaire, de se mettre d'accord sur des termes qui seraient applicables que sur des lots de technologie, ou enfin juste se différencier un peu de ça pour savoir qu'on parle effectivement des mêmes choses. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Et est-ce que vous avez des propositions de termes sur lesquels on pourrait se mettre d'accord? Elle fait un parallèle avec le steak qui n'est que de la viande, hein, c'est ça? Alors, je ne suis pas du tout un expert de ces questions, donc je ne saurais pas dire. Par contre, d'expérience, je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire parce qu'il faut que quasiment instantanément, tout le monde sur la planète ait la même définition et l'apprenne par cœur du jour au lendemain. Parce que sinon, en fait, ça bouge. Et ce que vous dites, moi, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Alors, au début, on parlait de développement durable, alors ça a été galvaudé, donc du coup on a inventé un autre terme à côté, puis ça a été à nouveau galvaudé, donc on a inventé un nouveau terme, etc. Et du coup, oui, réinventer d'autres termes plus précis pour l'innovation et la technologie, pourquoi pas, mais il faut surtout savoir comment est-ce qu'on va faire pour que ça ne soit pas galvaudé, en fait. C'est surtout ça la question, je pense, personnellement. Oui, parce que ce qui est sous-jacent en réalité, c'est est-ce qu'on veut traiter le problème ou pas? Tu peux mettre le vocabulaire que tu veux, tu vas l'inventer, mais si tu ne veux pas traiter le problème, tu vas inventer tous les mots que tu veux, et dans les faits, tu ne traites pas le problème. Voilà. C'est ça le problème, la vraie source du problème. Donc en réalité, il faut aller chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est comme ça. Si tu veux avoir la cause racine de pourquoi machin a été galvaudé. Voilà. Et quand tu as la réponse, tu vas chercher encore le pourquoi de ce pourquoi-là, et ainsi de suite. Voilà. Et là, normalement, tu n'as plus besoin de changer de vocabulaire. Après, moi, je trouve que dans cette perspective-là, ce serait peut-être intéressant d'utiliser tout simplement le terme de technique. Une technique, sans présupposer, sans idées laudatives derrière la tête de « Ah, c'est la technique, c'est la dernière qui est sortie, c'est la technique la plus optimisée », c'est juste, on a besoin de techniques. Et puis, parmi ces techniques, il y en a qui sont peut-être ultra précises, et puis il y en a d'autres, voilà, c'est des techniques, quoi. C'est peut-être juste un petit piston dans une serre, peut-être juste, enfin, moi, si, bon, on peut rien changer vraiment à la manière dont les gens parlent. On peut pas instaurer là un lexique et décréter qu'à partir de demain, on dira plus jamais le mot innovation, mais je pense que le plus intéressant pour moi, ouais, ce serait de prendre le terme technique qui est lavé de vraiment tout présupposé normatif, en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur sur le mot technique. Enfin, d'après moi, je trouve que c'est le plus neutre. Et puis, voilà, l'investir au cas par cas de ces caractéristiques. Ouais.
selon ce qu'on veut faire et selon ce qu'on cherche. T'es convaincu par la réponse? Moi aussi, j'aime bien. Ok. D'autres questions? Quand on parle de, comment dire, sans parler de technologie ni de technique, c'est surtout la complexité qu'il y a à comprendre les phénomènes qui surgissent aujourd'hui dans l'invention, on va dire en général, entre la notion d'innovation et la notion de progrès, qui a, je crois, peut-être une vingtaine d'années à peu près, où progressivement la notion d'innovation remplace la notion de progrès. Dans la notion d'innovation, on entend surtout l'émergence de quelque chose de nouveau. C'est nouveau, donc forcément c'est bien. Petit à petit, l'innovation remplace le progrès, alors que dans le progrès, il y avait cette notion d'amélioration. Donc déjà, il y a même des ministères aujourd'hui qui ne sont plus des ministères de la science, ni de la recherche, ni du progrès, mais des ministères de l'innovation, qui tendrait à supposer qu'à partir du moment où c'est nouveau, c'est vachement bien. Dans la notion de progrès, ensuite, cette notion d'amélioration, elle a forcément une valeur que si on la situe à l'intérieur d'une échelle de valeur, c'est-à-dire que si on fait un progrès, par exemple, dans le domaine de l'automobile, ça pourrait être dire, ah ben maintenant on fait des voitures qui vont vachement plus vite. Donc ça, c'est un progrès. C'était peut-être le cas dans les années 60. L'intérêt, c'était peut-être de faire des voitures qui allaient de plus en plus vite, mais à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui, des conditions climatiques qui changent, des défis auxquels on doit faire face, etc. Mais peut-être que la notion de progrès, elle est complètement différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture qui va vite, ça nous intéresse moins qu'une voiture qui consomme moins à charge égale, ou un moteur qui est plus performant en termes de rendement, c'est-à-dire la quantité d'énergie que j'utilise pour la quantité de services que j'obtiens en contrepartie, etc. Et je ne crois pas qu'on puisse réellement juste dire, ah, bon tiens, ça c'est une technique, parce qu'il faut forcément pouvoir la situer par rapport à un besoin et à une notion de progrès qui passe forcément par un ratio entre la dépense et le gain, quoi. Et le gain, pas uniquement en vitesse ou ça coûte moins cher, mais surtout un gain en est-ce que ça améliore notre condition globalement au bas de la page quand on quand on résout quand on réduit l'équation, on regarde s'il y a un gain qui peut être sociologique, comme la médecine, ou est-ce qu'on doit utiliser des médicaments ou pas, est-ce qu'il y a un réel gain, est-ce qu'on consomme plus d'eau, moins de viande, etc., etc. Donc, du coup, la question, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci, j'allais le Bah, demander. pour ma part, je sais pas, ça voudrait dire qu'en fait, pour chaque technique ou je sais pas, innovation, du coup, on pourrait trancher vraiment et dire s'il y a un réel gain. En fait, toutes les techniques qu'on met au point sont ambivalentes. Il y a toujours un gain, un bon point, et puis une flopée de problèmes qui viennent après. Ouais. Oui, bien sûr, mais du coup,
Je pense que oui, je te donne le micro. Je pense que en fait, ce que vous dites, ça montre encore à quel point le terme progrès est fallacieux en fait, parce que progrès, ça suggère qu'on est sur une ligne comme ça, que c'est linéaire, et puis on continue d'avancer constamment. Il n'y a pas de, il y a pas de dilemme, il n'y a pas de contrepartie ou quoi. Et justement, c'est ça l'idée, c'est que c'est complètement fallacieux. Il y a une avancée peut-être, on va gagner un tout petit point, ça va aller mieux dans tel domaine, et puis dans tels autres domaines, il va falloir gérer toutes les conséquences de la technique en question. C'est le cas de la géo-ingénierie, quoi. C'est super, on va baisser la température planétaire, et puis de l'autre côté, il va falloir gérer les pertes agricoles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera comme ça pour tout ce que vous allez produire, il va y avoir des contreparties, même si même si on les perçoit pas, en fait. Et elles sont toujours infinies. Tout ce qu'on produit, ça produit des conséquences. Ouais. Le truc qui est sous-jacent à toutes ces affaires-là, c'est l'énergie. Puisque l'énergie, hein, c'est ce qui quantifie la transformation. Et quand on utilise de l'énergie, on a l'avantage de l'énergie qu'on utilise pour faire ce qu'on veut. Et il y a la contrepartie, ça s'appelle la pollution, pour faire simple. Et rien n'est sans pollution. Je vais donner un exemple. Une hydrolienne, comme ça je ne parle pas d'éolienne, ça évite les problèmes. Une hydrolienne, ça pose des difficultés. Pourquoi? Quand on la met dans un fleuve, par exemple, tout simplement parce que ça ralentit le débit du fleuve pour pouvoir produire l'électricité, et ce ralentissement amène à avoir des envasements supplémentaires. Donc il y a une contrepartie. On se dit, c'est super, c'est vert, machin, truc, mais dans les faits, il n'y a rien qui n'est sans contrepartie. Donc déjà, il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait, et plus on fait de trucs, plus on a de contrepartie à payer. Déjà, c'est le ticket d'entrée, voilà, ça c'est payant. Ensuite, tu disais la partie, ouais, je vais taxer, patati patata, éviter les gilets jaunes. Mais moi, le peu de compréhension que j'ai de la problématique gilets jaunes, c'est quoi? On a voulu faire une taxe sur des carburants, alors que 99% de la population n'a pas compris qu'il y avait le problème du climat. Donc si tu n'as pas compris le problème, tu viens juste m'emmerder avec une taxe en plus, quoi. Et en plus, on peut se poser la question de faire une taxe sur le carburant. Je n'ai pas d'avis sur c'est bien, c'est pas bien. Ce qui est certain, c'est que celui qui est obligé de prendre la bagnole, lui, il va le subir. Donc, qu'on fasse en sorte qu'il ne prenne plus sa bagnole ou qu'il la prenne moins, c'est bien parce que, enfin, il peut comprendre que c'est bien parce que justement, ça émet trop de gaz à effet de serre. Mais à côté de ça, il faut bien qu'il ait une contrepartie sur l'effort qu'il fait pour la collectivité. Parce que si lui doit faire l'effort, et voilà, il faut qu'on le paye, hein, parce que lui, de toute manière, il est au milieu des champs. Généralement, il est un peu perdu. Tu vois? Voilà. Euh, c'est- un des leviers, c'est probablement le collectif, tu vois. C'est-à-dire que bon, bah, tu as les gens des villes, tu as les gens de la campagne. Alors, je ne veux pas les opposer, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a un, il peut se passer de sa voiture, l'autre, il ne pourra pas.
ça veut dire qu'il doit y avoir de l'entraide entre celui qui peut s'en passer, celui qui ne peut pas s'en passer. Et là, il faut reprendre un petit peu la théorie des jeux. Et dans la théorie des jeux, tu vois bien que c'est l'entraide qui fait que tout le monde y gagne globalement. Je vais faire le parallèle avec le Tour de France. On adore celui qui gagne l'étape, mais ce n'est pas celui qui gagne le Tour de France. Celui qui gagne le Tour de France, c'est l'équipe qui a été la meilleure collectivement, qui fait qu'il y a un porteur là, qui finit avec pas son gilet jaune, mais son maillot jaune, pardon, et qui finit par l'emporter. Mais c'est le collectif qui fait que, même s'ils sont tout seuls sur leur vélo, c'est collectivement qu'ils arrivent à gagner et à porter un gars à la victoire. Et globalement, c'est là qu'on a besoin, enfin, de mon point de vue, c'est de travailler la compréhension du problème et de travailler l'équité entre les personnes. Voilà. Après, il faut... Tu vois, un baril, tu mets du goudron dedans, des plumes, et puis tu trempes les élus à l'intérieur. Ouais. Jean-Baptiste, tu sais ce qui t'attend à ça. En fait, j'avais envie de répondre avant. Non, en fait, moi, ce qui me dérange dans cette idée-là, c'est quelque chose que j'entends souvent et que j'ai surtout beaucoup entendu avant même d'être élu. J'étais militant climat. C'était, quel que soit le sujet sur lequel on pouvait échanger avec des amis, il y avait toujours les partisans de non, mais c'est nous qui devons faire nos petits pas en priorité, et les autres qui vont dire non, mais c'est uniquement aux entreprises d'agir. Et en fait, moi, ce que je vois en plus maintenant que je suis collectivité, c'est qu'on a une espèce de véritable cercle vicieux où on va dire les citoyens vont dire ah, mais c'est à l'État, c'est aux politiques d'agir. Les politiques d'agir, non, c'est le marché, c'est les entreprises qui doivent changer. Et les entreprises vont dire non, c'est les consommateurs qui vont faire changer. En fait, personne ne fait rien. En fait. Et dire, faut vraiment mettre la pression sur nos politiques. Les politiques, ils ont des pouvoirs limités. Faut pas croire. Et en fait, il faut que tout le monde agisse parce que, mais je m'intéresse pas qu'à vous. En fait, je m'intéresse vraiment à tout le monde. Et c'est un discours que j'essaie d'avoir à chaque fois que il y a cette idée qui vient, c'est que en fait, on a besoin de l'action de tout le monde. Et moi, c'est ce que je dis aussi quand j'ai des citoyens qui viennent échanger avec moi. Certains m'envoient un mail et me disent oh, je n'osais pas trop, je voulais parler d'un sujet. Je leur dis bah oui, c'est très bien en fait. Nous, on a besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur des citoyens qui portent des projets. Parce que s'ils sont tout le temps uniquement dans l'attente du politique, faut pas se mentir, il se passera pas grand chose. Il se passera vraiment pas grand chose parce que en fait, mon porte-monnaie, il est ce qu'il est, mon pouvoir aussi est ce qu'il est. Il y a sûrement des citoyens qui sont bien plus intelligents que moi pour porter certains projets. Donc on oublie, je vais pas dire la République c'est moi, mais plutôt la politique c'est nous tous en fait. Je veux dire, moi je suis rien comparé à toutes les énergies qui existent, et si ces énergies-là, elles passent juste leur temps à se dissiper en attendant, en espérant que tout vienne de moi, en fait, je suis désolé, il se passera rien, on va mourir cramé. Tu vois, dans nos conférences de shifters, je te passe la main après. Dans nos conférences de shifters, on dit vous êtes des citoyens, donc mettez la pression sur les politiques, parce que les politiques, ils ont un rôle à jouer. Vous êtes un consommateur, vous avez un rôle à jouer en tant que personne. Et puis après, vous êtes des salariés ou des sales patrons. Où vous avez votre entreprise et donc vous avez un rôle à jouer. Et en réalité, on n'est pas trois personnes différentes parce que les méchants élus en réalité sont aussi des personnes qui sont salariées de temps en temps. Ils ne sont pas tous élus à vie et en permanence. Nous, en tant que citoyens ici sur cette table-là, on est aussi employés le reste de la semaine. Et le méchant patron, il est aussi... non, c'est pas contre toi. Il est aussi consommateur. Tout ça, c'est mélangé. Tout ça, c'est mélangé. Et donc, du coup,
On a tous un rôle en fonction du rôle qu'on est en train de jouer en fonction du moment de la journée. Par exemple, quand on est parent, on est là pour éduquer nos gosses, et en particulier sur non mais c'est peut-être pas raisonnable le monde qui t'attend, il est peut-être pas super, donc en vouloir toujours plus, c'est peut-être pas toujours super raisonnable. Et donc voilà, on est un peu schizophrène, donc il faut assumer toutes nos phases de schizophrénie. Tu m'as piqué ce que je voulais dire. Non, mais en fait, c'était ça, c'était de revenir aussi d'un point de vue entreprise, que le progrès vient aussi des salariés et que les dirigeants n'ont pas la science infuse. Oui, ils ont une vision globale de l'entreprise, mais ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont une compétence en communication, une autre qui a la finance, etc., c'est tout ça qui fait qu'on progresse ensemble. Et je suis entièrement d'accord avec le collectif. Nous, on est une entreprise sociale, donc on joue vraiment là-dessus et il n'y a pas de hiérarchie. On a choisi vraiment d'être dans l'alignement avec tout le monde et que tout le monde ait sa place, et c'est ça qui est important. Et je voulais juste rajouter, faire un parallèle un peu avec la sémantique. Moi, je suis assez d'accord sur une différence et le problème, entre guillemets, selon moi, du mot innovation et progrès. Parce que quand on est une entreprise et que justement on va chercher des fonds ou qu'on essaie de faire appel à des levées de fonds ou au pouvoir public, etc., ils ont tous, entre guillemets, des cases à cocher. Et la case innovation, aujourd'hui, est celle qui est absolument partout. Si tu coches pas cette case, tu as le droit à rien, tu n'es pas en avant dans les réunions, etc. Alors que d'ailleurs, on devrait même potentiellement, le petit aparté, mettre beaucoup plus de réunions en avant sur les gens qui ont merdé. Les entreprises qui ont merdé, les dirigeants qui ont merdé, les salariés qui ont merdé, parce que les politiques, parce que on apprend peut-être plus... Il y aurait trop de réunions. On apprend peut-être plus des problèmes qu'on a eus ou des mauvais résultats, des expérimentations, etc. C'est ça qui nous font nous dépasser et aller vers le progrès. Et par exemple, je vois très bien des entreprises qui sont peut-être aussi dans la low-tech ou dans beaucoup d'autres domaines qui parfois ne se développent pas ou ne se lancent pas parce qu'elles se disent « j'aurai pas des fonds, j'aurai pas de soutien parce que je n'innove pas ». Alors que c'est un non-sens l'innovation et que le progrès ou la technique, effectivement, moi j'aime beaucoup ce terme-là, c'est vers ça qu'on devrait se tourner et c'est une sensibilité vraiment que tout le monde devrait avoir en tête, c'est qu'on ne va pas chercher de l'innovation, la technique, le petit boîtier en plus ou quoi que ce soit, mais effectivement, revenir à l'ancienne, l'innovation elle est peut-être là parce que c'est pas une innovation, c'est un progrès et c'est ça qu'on devrait aller chercher et c'est dans des entreprises ou des associations qu'on devrait aller aider. Mais vu qu'il y a le terme innovation et que tout le monde en a peur, parce que quand on est une entreprise qui fait des collecteurs pour les biodéchets chez les particuliers, ouais, j'innove pas, j'aurai le droit à rien, donc je vais devoir me démerder, on va être deux, ça va être la galère, et en fin de compte, la crise va arriver, on va pas s'en sortir. Donc voilà, je voulais faire le petit aparté parce que je suis entièrement d'accord sur la sémantique, et moi, le mot innovation me pose problème, donc progrès technique, je suis en face, ça me va très bien. Eh bien, merci. Donc, technique, on fera un sondage à la fin sur, sur tout ça. Le mot retenu, la technique. On va peut-être faire comme ça, effet boule de neige. Du coup, on arrive à la fin. Je voulais vous proposer à tous les quatre, si vous avez envie, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui vont regarder a posteriori cette diffusion de table ronde sur le positionnement par rapport à la technologie? Ça peut être juste le fait d'utiliser le mot technique et voilà. Du coup, vaste question. Non, mais c'est vrai que peut-être qu'aussi cet événement a eu plus de monde ou moins de monde parce que le mot technologie peut peut-être faire peur ou alors on ne sait pas aussi sous quel angle le prendre. Moi, la première question quand tu m'as contacté, c'était ça. Quand tu m'as dit, bah ouais, en tant qu'Ecomégo, est-ce que tu voudrais faire partie de ce panel? Ecomégo, est-ce que la technologie peut nous sauver? J'ai mis du temps aussi à avoir le rapport, etc. Et quand on en a parlé, je me suis dit, bah oui, effectivement, oui, il y a un rapport et je peux aussi peut-être apporter, pas une expertise, parce que je ne me considère pas en tant qu'experte, mais du moins ma vision des choses. Donc oui, s'il y a quelque chose à faire attention, c'est effectivement la communication et la sémantique. Et on voit bien que dans les échanges, c'est ça, c'est le moindre mot peut être interprété,
confus, apporter de la réticence au changement, ou alors effectivement l'approbation de tous pour y aller, voilà, et peut-être un consensus, faire que les personnes se parlent ensemble pour l'intelligence collective. Donc ouais, plus la sémantique et effectivement la communication qui est vraiment importante pour que les gens se parlent, parce que je suis convaincue dans tout ça que c'est effectivement les gens entre eux et qui apprennent et qui grandissent. Merci. Qu'est-ce que je dis après ça? Moi, je suis mal barré. En plus, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais partir du constat en réalité de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU il y a quelques semaines, enfin au mois de février. Il a dit nous sommes face à une triple crise. Une crise liée à la pollution, une crise liée à la biodiversité et une crise liée au climat. Il va falloir qu'on mette en œuvre tout ce qu'on a à disposition, d'ores et déjà disponible, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'innover pour le coup, ou technologie. Il faut se servir de tout ce qu'on a maintenant pour agir, pour éviter, pour gérer ces triples crises. Et donc, pour pouvoir y arriver, il va falloir qu'on se pose, qu'on utilise tout ce qui est disponible, qu'on réfléchisse systématiquement à qu'est-ce que je suis en train de faire et quelles sont les conséquences globales de cette affaire-là. Parce que si je règle le climat mais que je bousille la biodiversité, c'est pas mieux. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on raisonne systémique. Et vraiment systémique de A à Z avec une triple crise. Donc, j'aurais tendance à dire la technologie sera un des vecteurs, mais il ne sera pas le vecteur. Et tout mettre ses œufs dans le même panier, ça va peut-être un peu le risquer, quoi. Comme je vais reprendre ma petite phrase avec le moteur qui pompe, le bateau qui coule. Si on n'a qu'un seul moteur et qu'on le gonfle à mort pour qu'il pompe, il ne faudrait pas qu'il tombe en panne. Voilà. Sinon, on pourrait être embêté. Merci Ludovic. C'était très poétique. Du coup, moi, je ne sais plus quoi dire non plus. C'est pas une obligation, hein, c'est en fonction de l'inspiration s'il faut. Mais... Je vais me forcer. Non, du coup, pour peut-être revenir à la question du début, peut-être que voilà, plutôt se demander si la technologie va nous sauver ou pas, nous demander peut-être comment on peut instaurer vraiment un rapport plus sain à la technologie, peut-être arrêter de la laisser avancer toute seule là, et tourner à vide sans avoir aucune prise dessus. Donc peut-être juste qu'il faudrait vraiment relancer une réflexion sur déjà l'implication des citoyens dans le développement technologique, vraiment la consultation populaire, publique, que chacun aille voir vraiment ce qui se passe aujourd'hui, et notamment quand je vois qu'il y a très peu de monde qui est au courant de la géo-ingénierie, c'est super important d'aller se documenter sur ces sujets-là, et peut-être que... Une autre approche, si certaines personnes cherchent une approche plus par les sciences humaines, depuis peut-être une décennie ou deux, il y a un nouveau mouvement dans les sciences humaines, ça s'appelle les humanités environnementales, et c'est un lieu de rencontre entre l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la philosophie. C'est un lieu de rencontre entre toutes ces disciplines qui permettent de réfléchir vraiment à toutes les implications des sciences environnementales et du développement, de l'évolution climatique de ces dernières années. Et je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée, et aussi un lieu de discussion avec ce qu'on met généralement de l'autre côté, c'est-à-dire les sciences dures, la biologie, la physique. Donc, je pense que c'est le moment de peut-être se mettre tous en commun et de mener une réflexion systémique, mais systémique aussi sur le plan disciplinaire et sur le plan social, quoi. Pas non plus que ce soit le monopole des entreprises ou de la recherche. Il y a aussi des acteurs publics, il y a des entreprises, il faut impliquer tout le monde, quoi, dans cette réflexion. Voilà. Tu veux le dire plus fort? Vas-y. Non, oui, il y a un truc qui me revient en tête, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, c'est quand même du XVIe siècle, cette affaire-là. Je trouve que c'est marrant, ça a 4 siècles, et en même temps, c'est très, très, très actuel. Et moi, en fait, c'est surtout une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises. Alors, elle s'applique à la technologie, mais pas seulement, de manière très globale. On m'a souvent posé
sur c'est ce que si j'avais un conseil à donner aux gens d'une chose à faire absolument pour engager sa transition. Désolé, j'ai fait le mouton là. Non, mais non, c'était pas même pas ça ta question, mais ça rejoint un petit peu aussi ce qui a été dit. Alors déjà, la réponse, c'est il n'y a pas une chose à faire. Mais surtout, souvent, ma réponse, elle étonne un peu parce qu'on s'attend à je prends mon vélo ou des trucs comme ça. Et en fait, moi, vraiment, la première chose que je conseille à faire, c'est de se remettre en question tout le temps. En fait, d'être dans une posture constante de remise en question. En fait, c'est comme ça qu'on avance dans la transition. Moi, j'ai commencé la mienne je sais pas, il y a 12-13 ans. Et ça a commencé par une remise en question. Je me suis orienté vers des choix qui, peut-être 3 ans plus tard, je me suis dit en fait non, avec le recul, c'était pas les bons choix. Donc je me suis remis en question à nouveau, etc. Et donc c'est ça, c'est constamment, quels que soient nos choix de nos besoins de consommation ou quel que soit l'usage, se dire bon là, est-ce que j'en ai besoin vraiment, quel impact ça va avoir. Donc c'est très chiant. Et, ça pompe énormément d'énergie, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On peut pas. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui refusent de se poser cette question, qui mettent la tête dans le sable. Si on veut vraiment mettre toute son énergie disponible dans une transition qui soit vraiment la plus honnête possible, c'est ça en fait. Le levier, c'est la remise en question perpétuelle, quoi. Voilà. Très bien, joli mot de la fin. Le mien, ça sera merci d'être venu un samedi, puisque à part personne n'était payé. Je n'ai pas été payé. Eh bien, mais si c'est un message, on peut en parler après. S'il y avait un appel, je ne sais pas. Et en tout cas, comme l'idée de la coopération et de l'intelligence collective est ressortie, nous, pour Bordeaux Bascule, c'est un peu l'étendard qu'on porte aussi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu organiser ce festival pour permettre la rencontre entre différents experts, différents milieux. Et donc, on va continuer ce cheminement en dehors du festival. Donc, à la fois pour vous et à la fois pour ceux qui nous écoutent, on peut construire des choses ensemble. Voilà. Merci et